Battue quotidiennement par ses parents, une adolescente enceinte s'est enfuie dans les montagnes avec 27 $, le visage couvert d'ecchymoses et sans autre projet que celui de rester en vie. Pendant 3 jours, elle a erré dans la nature, affamée, gelée, enceinte de 5 mois, jusqu'à ce qu'elle s'effondre sous le porche d'une cabane cachée qui n'apparaît sur aucune carte. La branche l'a frappée au visage avant qu'elle n'ait pu lever les mains. Elle a trébuché sur le côté, une main volant vers sa joue, l'autre serrant fermement son ventre. Du sang, chaud et fluide, coulait entre ses doigts et gouttait sur le col de sa veste. Au-dessus d'elle, les pins se dressaient, serrés les uns contre les autres, comme une foule qui lui tournait le dos. Elle continua à marcher. Elle s'appelait Nola Price, elle avait 16 ans, était enceinte de 5 mois et se perdait depuis 3 jours dans la région sauvage des Cascades, dans le sud de l'Oregon, avec pour seul bagage les vêtements qu'elle avait mis dans un sac poubelle et les 27 $ qu'elle avait volés dans le cendrier de son beau-père pendant qu'il dormait. Le sac poubelle avait disparu, déchiré lors de la deuxième nuit alors qu'elle avait glissé en traversant un ruisseau dans l'obscurité, et le courant avait tout emporté. Sa chemise de rechange, sa brosse à dents, les barres granola qu'elle avait achetées à la station-service de Medford, la photo échographique qu'elle gardait sur elle depuis sa visite à la clinique, qu'elle avait cachée à tout le monde. Tout avait été englouti par les roues noires et emporté en aval vers le néant. Elle avait sur le dos sa veste, une paire de bottes 2 tailles trop grandes qu'elle avait trouvées dans un conteneur de dons d'une église 6 mois auparavant, et un bleu de la couleur d'un nuage d'orage qui s'étendait de sa tempe gauche à sa mâchoire. Ce bleu datait de 3 jours, mais il lui faisait encore mal quand elle respirait. C'était la dernière chose que sa mère lui avait donnée. Maintenant, laissez-moi vous raconter comment Nola s'est retrouvée ici, car aucune adolescente de 16 ans ne part seule dans les montagnes en octobre, sans une raison plus profonde que le froid. Nola a grandi dans une maison préfabriquée louée à la périphérie de Grants Pass. Le genre d'endroit où le revêtement extérieur s'écaillait en longues bandes et où les marches de l'entrée penchaient tellement sur le côté. Il fallait connaître l'astuce qui consistait à marcher sur le bord gauche, sinon on passait à travers. Son père biologique était parti quand elle avait 4 ans. Il n'avait pas disparu. Il était parti, avait conduit son camion jusqu'au bout de la route de gravier, s'était arrêté devant la boîte aux lettres comme s'il vérifiait s'il y avait du courrier, puis avait continué sa route. Nola avait regardé depuis la fenêtre de la cuisine, debout sur une chaise pour voir par-dessus le comptoir. Elle se souvenait que le camion était bleu. Elle se souvenait que le feu stop gauche était éteint. Elle se souvenait avoir attendu qu'il se rallume. Il ne s'est pas rallumé. Sa mère, Charlene, a épousé Dale Puitt 2 ans plus tard. Dale travaillait dans le bâtiment de façon saisonnière quand il travaillait, et buvait avec une discipline rigoureuse le reste du temps. C'était un homme corpulent, avec de petits yeux et des mains qui semblaient trop grandes par rapport au reste de son corps. Des mains qui trouvaient toujours des raisons de corriger les choses. La porte moustiquaire qui ne fermait pas correctement. Le chien qui aboyait trop fort. La fille qui vivait dans sa maison sans y contribuer. Les coups ont commencé quand Nola avait 8 ans. Pas des coups spectaculaires comme on en voit à la télévision. Des coups discrets. Le genre de coups où une main vous frappe à l'arrière de la tête pendant que vous faites la vaisselle. Assez fort pour faire claquer vos dents et personne n'en parle. Nola était certaine, ce qui la surprenait d'elle-même. Ce qui grandissait dans son ventre était la première chose dans sa vie qui lui appartenait entièrement. Cela n'avait pas choisi d'être là. Tout comme elle n'avait pas choisi de naître dans une caravane avec un homme qui la battait et une femme qui regardait. Mais c'était là, c'était vivant, et elle allait le garder en vie. Telle était sa décision. Tout le reste devrait s'articuler autour de cela. Elle l'annonça à sa mère un mardi soir de fin septembre, debout dans la cuisine pendant que Dale était au bar. Elle a choisi délibérément ce moment. Charlene seule était gérable. Charlene avec Dale ne l'était pas. Le visage de sa mère passa par plusieurs étapes. Le choc, le dégoût, une lueur de quelque chose qui aurait pu être de la reconnaissance. Le souvenir de sa propre grossesse adolescente avec Nola, peut-être. Puis il se fixa sur quelque chose de froid et de définitif. Tu ne le garderas pas. C'est moi qui décide. Tu as 16 ans. Tu n'as pas ton mot à dire. J'ai déjà pris ma décision. La main de Charlene fut rapide. La gifle frappa Nola en plein visage et lui fendit la lèvre inférieure contre les dents.
Le goût du sang envahit sa langue. « Dale va te tuer », dit Charlene. Ce n'était pas une menace, mais une observation. Clinique, comme si elle lisait la météo. Dale rentra à la maison à 23 heures ce soir-là. Nola entendit la conversation à travers la fine cloison de sa chambre. La voix de Charlene était basse et pressante. Celle de Dale montait comme une marée montante. Elle avait déjà enfilé ses bottes. Elle avait les 27 $ pliés dans sa poche. Elle était prête depuis la gifle, car Nola Price avait passé 8 ans à apprendre à lire la météo dans cette maison, et elle savait reconnaître une tempête quand elle se préparait. La porte de la chambre s'ouvrit sans qu'on frappe. Dale se tenait dans l'encadrement, éclairé par la lumière du couloir, et pendant un instant, il ne ressemblait pas à un homme. Il ressemblait à une forme, à une silhouette de tout ce qu'il avait blessé, compressé en un contour sombre. « Lève-toi », dit-il. Elle était déjà debout. Ce qui suivit dura moins de 3 minutes, mais le temps fonctionne différemment quand on est frappé. Son poing l'atteignit à la tempe, pas à l'estomac. Même Dale avait une limite qu'il s'était promis de ne pas franchir, mais cette distinction n'avait aucune importance pour Nola lorsqu'elle heurta le mur et glissa sur le côté. Son coude heurta violemment le radiateur. Elle se recroquevilla instinctivement sur son ventre et sa botte la frappa 1 fois, 2 fois dans le bas du dos, puis Charlene le tira en arrière. Non pas pour protéger Nola, mais parce que les voisins étaient chez eux et que les murs étaient fins. « Sors », dit Charlene. Elle ne s'adressait pas à Dale. Nola ne discuta pas. Elle attrapa sa veste, le seul vêtement chaud qu'elle possédait, et sortit dans l'obscurité. La porte moustiquaire claqua derrière elle avec un bruit semblable à un point à la fin d'une phrase. Elle marcha 5 kilomètres jusqu'à la gare routière Greyhound. Le prochain bus vers le sud ne partait qu'au matin et la gare était fermée. Elle s'assit donc sur le banc dehors, dans le froid, regarda son souffle former des fantômes dans l'air, posa ses mains sur son ventre et dit la première chose qu'elle ait jamais dite directement à la vie qui grandissait dans elle. « Je vais trouver une solution. Je te le promets. » Au matin, elle avait élaboré un plan. Pas un bon plan, pas même un vrai plan, plutôt une direction vers le sud, loin de Grants Pass, vers les montagnes, car les montagnes étaient libres et n'appartenaient à personne. Elle avait entendu parler de gens qui vivaient hors des sentiers battus dans les cascades. Des gens qui ne dérangeaient personne et qui n'étaient dérangés par personne. Cela semblait être le paradis pour une fille qui avait passé toute sa vie à être dérangée. Elle dépensa 14 $ pour un billet de bus vers une petite ville appelée Prospect, à la lisière de la forêt nationale. Elle dépensa 8 $ supplémentaires pour acheter de l'eau et des crackers dans une supérette. Elle passa devant la dernière maison de la dernière route menant vers l'est. Puis elle continua à marcher jusqu'à ce que la route devienne un sentier, que le sentier devienne une suggestion et que la suggestion ne devienne plus rien d'autre que des arbres et du silence. C'était il y a 3 jours. À présent, elle saignait d'une coupure à la joue causée par une branche. Son dos était couvert de bleu, violet et noir laissés par les bottes de Dale. Et l'air d'octobre était porteur d'un froid qui ne se contentait pas de vous glacer, mais qui pénétrait dans vous, s'installait derrière vos côtes et commençait à vous murmurer qu'il valait mieux s'arrêter que continuer. Mais Nola a continué. En 3 jours, elle avait appris des choses qu'aucune salle de classe ne lui avait enseignées. Elle avait appris que les ruisseaux coulaient vers le bas, ce qui signifiait que les suivre vers le haut l'amènerait vers des terres plus élevées, loin de la vallée où les gens pourraient la chercher. Elle avait appris que les aiguilles de pin suffisamment épaisses retenaient mieux la chaleur que le sol nu. Elle avait appris que la faim avait plusieurs stades. D'abord, la sensation de vide, puis le mal de tête, puis une étrange légèreté, presque agréable, où votre corps cesse de réclamer et commence à accepter. Elle en était maintenant au 3e stade. La forêt avait changé au cours des derniers kilomètres. Les arbres étaient plus vieux ici, plus épais. Plus épais, leurs troncs si larges qu'elle n'aurait pas pu les enlacer. Le sous-bois s'était éclairci, comme si quelque chose dans cette partie de la forêt empêchait la végétation de pousser au niveau du sol. La lumière pénétrait différemment. Ce n'était pas la lumière diffuse et intense d'une jeune forêt, mais de longues colonnes ambrées qui tombaient entre les troncs comme les piliers d'une cathédrale. Nola s'arrêta. Quelque chose avait changé. Elle le sentait avant même de pouvoir le nommer. Un changement dans l'air, une odeur légère sous le pin et la terre qui n'appartenait pas à la nature sauvage. De la fumée de bois,
légère, presque imaginaire. Mais là, le fantôme d'un feu, ou le début d'un feu, elle suivit l'odeur comme une personne en train de se noyer suit de la surface. Le sol montait en pente douce sur encore 100 mètres, puis atteignait une crête si douce qu'elle se retrouva au sommet avant même de s'en rendre compte. Et là, en contrebas, dans une vallée peu profonde entourée de vieux sapins Douglas, se trouvait une cabane. Pas une ruine, pas une cabane de chasseurs abandonnée avec un toit en cavetin et des canettes de bière sur le porche. Une vraie cabane construite à partir de rondins tellement patinés qu'ils avaient pris la couleur du fer. Elle était plus grande qu'elle ne l'avait imaginé, avec 2 étages et une cheminée en pierre sur le côté ouest qui s'élevait au-dessus du toit comme une tour de guet. Les fenêtres étaient embarrées d'une obscurité qui pouvait signifier qu'elles étaient vides ou que quelqu'un était à l'intérieur, immobile, observant. Un porche entourait la façade, ses planches étaient inégales mais intactes. La porte d'entrée était légèrement entr'ouverte, juste une fente. Et à travers cette fente s'échappait une fine ligne de lumière ambrée et chaude. De la fumée s'échappait de la cheminée, fine, grise, presque invisible contre le ciel couvert. Nola se tenait sur la crête, frissonnant, et regardait la cabane comme on regarde un verre d'eau quand on a soif depuis trop longtemps. Avec un désir désespéré et une méfiance acquise, car Nola Price savait quelque chose sur les portes légèrement entr'ouvertes. Elle savait que ce qui attendait de l'autre côté pouvait vous sauver ou être la prochaine version de ce que vous fuyiez. Toute sa vie, elle avait franchi des portes qui promettaient de la chaleur et lui avaient apporté de la douleur. Mais le froid était désormais profondément ancré en elle et dans le bébé. Elle avait commencé à penser à lui comme au bébé, et non plus à la grossesse. Le bébé avait besoin de chaleur, de nourriture, de quelque chose de plus qu'une jeune fille de 16 ans aux poches vides et au visage meurtri pouvait lui offrir seule dans les montagnes en octobre. Elle descendit lentement la crête. Chaque pas semblait plus bruyant qu'il ne l'était. Ses bottes craquaient sur les aiguilles de pin et les feuilles sèches avec un bruit qui semblait porter loin. Elle traversa la clairière qui entourait la cabane, peut-être 40 mètres de terrain dégagé, où les arbres s'écartaient comme pour laisser respirer la structure. Sur le porche, hésita-t-elle. De près, la cabane présentait des détails qu'elle n'avait pas vus depuis la crête. Un support en bois à côté de la porte contenait des outils, une hache, une scie à archet, une paire de gants de travail rigidifiés par l'usure. Un tas de bois de chauffage fendu, empilé avec une géométrie précise, s'élevait à hauteur de taille contre le mur est. Une paire de bottes était posée près de la porte, recouverte de boue séchée, les orteils pointés vers l'extérieur comme si leur propriétaire venait d'entrer. Nola leva la main pour frapper. Avant même que ses jointures ne touchent le bois, la porte s'ouvrit en grand. L'homme qui se tenait là était grand et mince, comme s'il avait autrefois été plus corpulent et que les années l'avaient réduit à sa structure essentielle. Ses cheveux étaient gris, pas argentés, mais d'un gris terne comme de l'acier vieilli, et ils tombaient sur ses oreilles, ce qui laissait penseuse qu'il les coupait lui-même quand il s'en souvenait. Son visage était profondément marqué, buriné par le temps, comme s'il avait été sculpté plutôt que vieilli. Il portait une chemise en flanelle dont les manches étaient retroussées jusqu'aux avant-bras, et ses mains pendaient le long de son corps, de grandes mains couvertes de cicatrices sur les jointures. Mais il ne parlait toujours pas. Il regardait Nola comme on regarderait un cerf qui se serait égaré sur son porche, sans inquiétude, sans accueil, juste en observant. Nola ouvrit la bouche. Elle avait prévu de dire quelque chose de raisonnable, quelque chose qui expliquerait sa présence sans révéler son désespoir, mais son corps la trahit. Ses genoux fléchirent, son champ de vision s'assombrit, et la dernière chose qu'elle vit avant que le sol ne se précipite vers elle fut l'homme qui s'avançait, les mains tendues, et la lumière chaude de l'intérieur de la cabane qui se répandait derrière lui comme un souffle retenu. Enfin libérée, elle se réveilla sur le sol. Ce n'était pas un lit, mais un sol, mais il était chaud, et cette distinction importait plus que le confort. Une épaisse couverture en laine avait été posée sur elle, et sous elle se trouvait quelque chose de plus doux que le bois nu, une bâche en toile pliée. Elle comprit plus tard qu'il s'agissait du genre de bâche utilisée pour couvrir le bois de chauffage. Sa tête reposait sur ce qui semblait être une veste enroulée. La première chose qu'elle vit fut le plafond. Des poutres apparentes, noircies par le temps,
s'étendait sur toute la longueur de la pièce. Une seule lanterne à pétrole était suspendue à un crochet, sa flamme faible et régulière projetant une lumière qui adoucissait tout ce qu'elle touchait. La deuxième chose qu'elle vit fut l'homme. Il était assis sur une chaise en bois de l'autre côté de la pièce, à environ 3 mètres d'elle, et l'observait. Une tasse en étain reposait sur ses genoux. Il n'avait pas rapproché la chaise, ni ne s'était approché lui-même. La distance était délibérée, suffisante pour dire « Je ne suis pas une menace ». « Vous vous êtes évanoui », dit-il. Sa voix était plus grave et plus calme qu'elle ne s'y attendait. Pas douce, calme, la voix de quelqu'un qui ne l'utilisait pas souvent et qui ne la gaspillait pas quand il le faisait. « Combien de temps ?» demanda Nola. « Peut-être 20 minutes. » Il souleva la tasse en étain de ses genoux et la posa sur le sol entre eux. « Du bouillon, du gibier. Buvez lentement, sinon vous allez tout recracher. » Nola se redressa pour s'asseoir, ignorant la façon dont la pièce penchait. Elle tendit la main vers la tasse et l'entoura de ses 2 mains. La chaleur s'infiltra à travers le métal et dans ses paumes, et quelque chose derrière ses côtes se relâcha légèrement. Ce n'était pas exactement du soulagement, mais la première fissure dans le mur qu'elle avait construit pour continuer à avancer. Le bouillon était léger et salé, et avait le meilleur goût qu'elle ait jamais eu dans la bouche. Elle en but la moitié, puis s'arrêta, se souvenant, elle regarda l'homme. « Je suis enceinte, dit-elle. Ce n'est pas une explication, mais un avertissement, une façon de dire que je viens avec des complications. Décidez maintenant. » L'expression de l'homme ne changea pas. « Je sais, dit-il. Je l'ai vu quand tu es arrivé. Je n'ai nulle part où aller. Je ne demande pas à rester. J'avais juste besoin de me reposer. » Il l'observa longuement. Ses yeux étaient pâles, bleus ou gris. Difficile à dire à la lumière de la lanterne, et ils avaient la qualité de l'eau calme. Ni chaud, ni froid. Mesuré. « À quel stade en es-tu » demanda-t-il. « 5 mois. »« Qui t'a frappé » La question tomba comme une pierre dans le silence. Direct, sans détour. La main de Nola se porta involontairement à son visage, sur la contusion qu'elle avait presque oubliée. « Mon beau-père » répondit-elle. L'homme hocha la tête, non pas en signe d'approbation, mais de confirmation, comme s'il connaissait déjà la réponse et se contentait de la vérifier. « Il y a encore du bouillon sur le feu, » dit-il en se levant. « Finis-le d'abord. Il y a un lit de camp dans la pièce du fond que je n'utilise pas. Passez la nuit ici. Nous réglerons le reste demain matin. » Il se dirigea vers le fond de la pièce où un poêle à bois en fonte diffusait une chaleur constante et se mit à s'affairer avec une casserole, sans que Nola ait besoin d'intervenir. La conversation était apparemment terminée. Elle s'assit sur la bâche en toile, tenant la tasse en étain, et regarda autour d'elle. L'intérieur de la cabane était dépouillé, mais pas vide. Tout y avait une utilité. Une étagère remplie de conserves, de viande de chevreuil, de haricots et de tomates longeait l'un des murs. Des herbes séchées étaient suspendues en bouquets aux poutres du plafond, leur parfum se mêlant à celui de la fumée de bois. Une table fabriquée à partir d'une seule planche de bois, lisse à force d'avoir été utilisée pendant des années, supportait une lanterne, une carte pliée et un livre sans jaquette, dont le titre était trop effacé pour être lisible. Le poêle à bois reposait sur un foyer en pierre qui avait été posé avec soin, ce qui signifiait que quelqu'un y avait consacré du temps. Un fusil était accroché au-dessus de la porte d'entrée sur des crochets en bois, et à côté, une canne à pêche était appuyée dans un coin. Il n'y avait ni téléphone, ni télévision, ni radio, rien qui reliait cette pièce au monde d'où venait Nola. Elle but le reste du bouillon, posa la tasse et dit la seule chose qui lui semblait sincère. « Merci. » L'homme ne se retourna pas, mais il hocha la tête une seule fois et la lumière du feu refléta le mouvement de ses épaules alors que quelque chose dans sa posture changeait. Pas tout à fait pour se détendre, mais pour s'ouvrir, comme si une porte en lui s'était ouverte, laissant apparaître la même fente étroite que celle qu'elle avait trouvée sous le porche. Nola serra la couverture autour de ses épaules et laissa la chaleur l'envahir. Dehors, le vent soufflait dans les pins avec un bruit semblable à une respiration. À l'intérieur, le feu crépitait et la lanterne se balançait doucement sur son crochet. Et pour la première fois depuis 3 jours, peut-être pour la première fois depuis des années, Nola Price ressentit quelque chose qu'elle ne pouvait nommer. Pas exactement la sécurité.
Elle ne faisait pas confiance à la sécurité, mais plutôt à l'absence de danger. Et pour l'instant, cela lui suffisait. L'homme s'appelait Silas. Elle l'apprit le deuxième matin, non pas parce qu'il le lui avait dit, mais parce qu'elle trouva son nom gravé sur le manche de la hache qui se trouvait sous le porche. De petites lettres soignées, profondément gravées dans le bois à l'aide d'une lame qui n'avait pas vacillé. Silas, sans nom de famille. Lorsqu'elle lui posa la question, il confirma d'un simple signe de tête, sans rien ajouter. Il ne lui demanda pas le sien en retour, mais elle le lui donna quand même, debout dans l'embrasure de la porte de la pièce arrière, où elle avait dormi sur le lit de camp. Un vrai lit de camp avec un matelas en toile et une couverture en laine qui sentait le cèdre et la fumée. « Je m'appelle Nola. Je t'ai entendu la première fois, dit-il, ce qui la troubla car elle ne le lui avait pas dit auparavant. Puis elle comprit qu'elle avait dû le dire en s'évanouissant sous le porche. Il avait écouté même quand elle pensait être partie. C'était la première chose qu'elle avait apprise à propos de Silas. Il entendait tout, même les choses que vous ne vouliez pas dire. La deuxième chose qu'elle avait apprise, c'était qu'il avait des règles, pas des règles de maison affichées sur un mur, pas le genre de règles que Dale faisait respecter avec ses mains. Les règles de Silas étaient structurelles, comme le sont les murs porteurs. Elles maintenaient la forme de la journée, et sans elles, la journée s'effondrerait. Se lever avant le soleil, allumer le feu avant toute autre chose. La cabane perdait de la chaleur pendant la nuit et le froid s'insinuait à travers les planches du plancher comme une chose vivante. Manger ce qui était disponible et ne rien gaspiller. Aller chercher de l'eau au ruisseau à 400 mètres au sud pendant que l'air matinal était encore assez vif pour rester alerte. Fendre du bois l'après-midi quand les muscles étaient chauds et le jugement sûr. Vérifier les pièges avant le crépuscule. Manger à nouveau. Éteignez le feu. Dormez. Il ne lui a pas expliqué ses règles. Il les appliquait simplement et elle observait, et le schéma est devenu visible, comme un sentier devient visible quand on cesse de le chercher et qu'on se contente de marcher. Le troisième jour, il lui a tendu un seau. « Le ruisseau est par là », a-t-il dit en pointant vers le sud. « Suivez le bruit. Ne prenez pas la rive escarpée. Continue sur 50 mètres et tu trouveras une pente que tu pourras gérer. » Elle prit le seau. Elle ne demanda pas pourquoi il ne le faisait pas lui-même. Elle comprit l'échange, non pas comme un paiement, mais comme une participation. Il lui avait donné un abri, de la chaleur et du bouillon qui avait probablement sauvé sa vie et celle des bébés. Le moins qu'elle puisse faire était de porter de l'eau. Le ruisseau était exactement là où il l'avait dit, et la pente douce se trouvait exactement 50 mètres après la rive escarpée. L'eau coulait froide et claire sur les pierres, de la couleur de la rouille, et son bruit remplissait l'espace entre les arbres comme une conversation à laquelle elle ne participait pas, mais qu'elle était libre d'écouter. Elle rapporta le seau, qui ne débordait que légèrement, et le posa sur le porche. Silas jeta un coup d'œil au niveau de l'eau, puis à elle et dit « Bien ». Un seul mot. Mais la façon dont il le dit, le léger hochement de tête, le bref contact visuel, lui indiquèrent que c'était le plus grand compliment qu'il pouvait lui faire. Et c'était suffisant, plus que suffisant, car personne, au cours des 16 années de Nola, n'avait jamais regardé ce qu'elle avait fait et dit « bien ». Ce soir-là, après un dîner composé de haricots en conserve et de viande séchée, Nola s'assit par terre près du poêle à bois et posa la question qu'elle se posait depuis son arrivée. « Pourquoi vivez-vous ici » Silas était assis dans son fauteuil, le même fauteuil, toujours le même fauteuil, placé de manière à ce qu'il puisse voir à la fois la porte et la fenêtre sans tourner la tête. Il tenait un morceau de bois dans une main et un petit couteau dans l'autre, sculptant quelque chose qu'elle ne pouvait pas encore identifier. Les copeaux tombaient dans une boîte de conserve entre ses bottes. Il ne répondit pas immédiatement. Le couteau bougea 3 fois de plus, lentement et avec précision, avant qu'il ne parle, parce que je ne me sentais plus à ma place ailleurs. Ce n'était pas une réponse complète, mais c'était un fragment honnête. Et Nola en reconnut la forme, car elle portait en elle une version de la même vérité. « Depuis combien de temps » demanda-t-elle. « 11 ans, peut-être 12. J'ai arrêté de compter. Tu ne te sens pas seul » Le couteau s'arrêta. Il la regarda. Il la regarda vraiment. Pas le regard mesurant qu'il lui avait lancé depuis son arrivée, mais quelque chose qui s'apparentait davantage à une évaluation, comme s'il décidait de ce qu'elle pouvait supporter.
La solitude est un mot qui s'applique aux personnes qui avaient de la compagnie et qui l'ont perdu. Il dit « Je suis juste devenu silencieux. » Le silence, c'est différent. Puis il se remit à sculpter et Nola comprit que la conversation avait atteint sa limite pour la nuit. Elle remonta la couverture sur ses épaules, posa sa main sur son ventre où le bébé avait commencé à bouger 2 semaines auparavant. De minuscules mouvements, comme un papillon de nuit pris au piège sous de la soie, et elle regarda le feu jusqu'à ce que ses yeux se ferment. Au cours des jours suivants, le silence entre eux devint un langage à part entière. Silas ne lui enseignait pas vraiment. Il faisait simplement des choses devant elle, et elle était assez intelligente pour y prêter attention. Elle le regarda vérifier le piège. 4 boucles de fil de fer placées le long des passages de lapins qu'il avait repérés grâce aux traces d'excréments et à l'herbe couchée. Il lui montra comment le fil de fer devait être placé à une hauteur spécifique, à 4 doigts du sol, incliné de manière à ce que l'élan des animaux resserre la boucle. Il ne lui expliqua pas la physique. Il leva simplement la main, écarta 4 doigts et posa le piège. Elle fit le suivant. Il ajusta l'angle d'1 centimètre et continua son chemin. Elle le regarda éviscérer un lapin. Rapide, efficace, sans aucun mouvement inutile. La lame ouvrit le ventre d'un seul trait. Les organes sortirent en vrac et il les tria avec ses doigts. Le foie et les reins dans un bol en étain, les intestins enfouis à 15 centimètres de profondeur sous le vent de la cabane. Il se lava les mains dans l'eau du ruisseau et les sécha sur son pantalon, sans jamais montrer que le processus le dérangeait ou lui plaisait. C'était simplement une chose à faire, alors il la fit. Elle le regarda fendre du bois de chauffage, et c'est là qu'elle vit en Silus quelque chose qu'elle n'avait pas prévu. Il positionna chaque bûche sur la souche avec une attention qui frôlait la tendresse, lisant le grain comme quelqu'un d'autre pourrait lire un visage, trouvant les lignes naturelles de fracture, les endroits où le bois voulait se séparer. Quand la hache tombait, ce n'était pas violent. C'était une collaboration entre l'outil et le matériau, et les 2 moitiés se séparaient avec un son net et satisfaisant qui résonnait une fois contre la ligne des arbres avant de disparaître. « Le bois te dit où il veut se casser », dit-il un après-midi, la première chose qu'il disait spontanément depuis 2 jours. « Si tu le forces là où il ne veut pas aller, tu émousseras ta lame et gaspilleras ton énergie. Écoutez le matériau. » Nola y réfléchit longuement. Le 7e jour, elle se réveilla avant Silas pour la première fois. Le feu était faible, presque éteint. Elle se leva, y ajouta 3 morceaux de petit bois, puis une bûche fendue comme elle l'avait vu faire, et mit de l'eau sur le poêle. Quand il sortit de sa chambre, une partie séparée par un rideau à l'arrière de la cabane où elle n'était jamais entrée. Le feu brûlait régulièrement et l'eau était sur le point de bouillir. Il regarda le feu, puis la regarda. Quelque chose changea dans son regard. Ce n'était pas exactement de la chaleur, mais plutôt de la reconnaissance. La reconnaissance qu'elle n'était plus une invitée. Elle faisait désormais partie intégrante de la structure. « Il y a du café dans la boîte bleue, dit-il, sur l'étagère du haut. » Ce n'était pas une invitation, c'était une intégration. Et Nola le ressentit dans sa poitrine comme les premières lueurs du jour. La cabane, comprit-elle au cours de ses premiers jours, était plus qu'un abri. C'était l'œuvre d'une vie. Silas l'avait construite lui-même. Pas d'un seul coup, mais au fil des ans, pièce par pièce, comme on tient un journal, ajoutant des pièces quand il en avait besoin, renforçant les murs selon les exigences du temps, améliorant le tirage de la cheminée, approfondissant la cave à légumes. La pièce principale était la partie la plus ancienne. Les rondins étaient tellement noircis par le temps qu'ils étaient presque noirs. La pièce à l'arrière où Nola dormait avait été ajoutée plus tard. Les rondins étaient plus clairs, les joints plus serrés. La preuve d'un homme dont les compétences s'étaient développées au fil de sa solitude. Sous la cabane, accessible par une trappe dans le sol de la cuisine, se trouvait la cave à légumes. Nola avait vu Silas l'ouvrir 2 fois, mais n'y était jamais descendue elle-même. Elle avait aperçu des murs de pierre, des étagères en bois remplies de bocaux et une obscurité plus profonde au-delà des étagères, que la lumière de la lanterne n'atteignait pas tout à fait. « Qu'y a-t-il là-dessous » demanda-t-elle. « Une histoire » répondit-il en refermant la trappe. Il y avait un atelier derrière la cabane, une structure adossée avec un établi, des outils à main rangés sur des crochets muraux avec la précision d'un plateau chirurgical,
et des piles de bois à différents stades de séchage. Silas y passait la plupart de ses après-midi à travailler sur des choses que Nola ne pouvait pas toujours identifier, un joint pour quelque chose, un raccord pour autre chose, des pièces qui semblaient appartenir à un projet plus vaste qu'elle n'avait jamais vu assembler. Et il y avait les livres. Cela la surprenait plus que tout. Une étagère dans la pièce principale, partiellement cachée derrière les herbes suspendues, contenait peut-être 40 volumes, anciens, dont les dos étaient fissurés et mous, certains avec des couvertures si usées qu'il fallait les incliner vers la lumière pour lire les titres. Il s'agissait principalement d'ouvrages historiques, de quelques romans, d'un guide pratique sur les plantes du nord-ouest du Pacifique avec des notes manuscrites dans les marges, et à la fin de la rangée, d'un journal relié en cuir sansâtre sur la couverture. Nola tendit la main vers le journal un après-midi pendant que Silas vérifiait les pièges. Puis elle retira sa main. Silas ne lui avait pas proposé ce livre, et Nola comprenait les limites comme seule une personne dont les limites avaient été violées pouvait les comprendre avec une précision absolue. Elle prit plutôt le guide des plantes. Ce soir-là, elle lui posa des questions sur un dessin dans la marge. Il s'agissait d'un croquis détaillé d'un système racinaire appelé l'omatium, accompagné de la note suivante. À creuser au printemps sur les pentes exposées au sud, bien séchées avant utilisation. La racine de biscuit, dit Silas en jetant un coup d'œil à la page. Comestible, médicinal, les Autochtones l'utilisaient depuis des siècles avant que quiconque n'écrive un guide pratique. Il marqua une pause, puis ajouta « Bonne pour les nausées au premier trimestre et au-delà ». C'était la première fois qu'il faisait directement référence à sa grossesse depuis la nuit de son arrivée. Nola leva les yeux. « Vous vous y connaissez dans ce domaine, la phytothérapie? Je sais ce qui pousse ici et ce que cela fait. La montagne vous l'apprend si vous y restez assez longtemps. Quelqu'un vous l'a-t-il enseigné? » Silas resta silencieux pendant un moment. Le couteau à découper bougeait entre ses mains. Elle avait appris que son silence n'était pas une façon d'éviter le sujet. C'était une façon de réfléchir. Il décidait ce qu'il allait lui dire et ce qu'il allait garder pour lui. « Un homme m'a appris, dit-il finalement. Il y a longtemps, avant cette herbane, avant cette montagne, il savait des choses sur la vie au contact de la nature que la plupart des gens ont oubliées. Il savait aussi des choses sur les gens. » Le couteau s'arrêta. « C'est grâce à lui que je suis ici. Où est-il maintenant? » « Parti. » Ce mot avait un poids qui allait au-delà de la mort. Il signifiait « terminé »,« clos ». Ce n'était pas un sujet à discuter davantage. Mais Nola commençait à comprendre quelque chose à propos de Silas. Les choses qu'il ne disait pas avaient des formes, comme l'espace négatif dans ses sculptures sur bois, et la forme de ce qu'il ne disait pas à propos de cet homme, à propos de la raison pour laquelle il était là, à propos de la vie qu'il avait menée avant ses 12 années de solitude, cette forme était grande. Plus grande que la cabane, plus grande peut-être que tout ce que Nola pouvait encore imaginer. Alors que le mois d'octobre laissait place à novembre, deux choses changèrent. La première était le temps. La pluie qui était intermittente devint constante, un rideau gris et régulier qui transforma la clairière en boue et fit gonfler le ruisseau jusqu'à ce qu'il coule brun et bruyant. Silas vérifia le toit à 2 reprises, resserra les joints, posa des feuilles d'écorce supplémentaires le long des coutures. La consommation de bois de chauffage doubla. Les matins étaient glaciales, le genre de froid qui fait mal à l'intérieur du nez et transforme votre souffle en quelque chose que vous pouvez voir et presque toucher. La deuxième chose qui changea fut Nola. Pas seulement son corps, même si celui-ci changeait aussi. Le bébé grandissait, son ventre s'arrondissait sous ses chemises en flanelle. Silas lui en avait donné une qu'elle ne savait pas exister. Son appétit revint avec une férocité qui les surprit tous les deux, et Silas s'adapta sans faire de commentaires, lui servant des portions plus importantes, ajoutant des bocaux supplémentaires achetés chez le marchand de racines, lui montrant quelles herbes séchées ajoutées au bouillon pour apporter les nutriments que la viande seule ne pouvait fournir. Mais le changement le plus profond concernait sa façon d'évoluer dans le monde. Pendant les 16 premières années de sa vie, Nola avait été une réactive. Tout ce qu'elle faisait était en réponse à l'action de quelqu'un d'autre. Elle se détournait de Dale, lisait les humeurs de Charlene, calculait le chemin le plus sûr à suivre chaque jour en fonction des menaces qu'elle ne pouvait pas contrôler. Son corps était une chose qui existait pour absorber des chocs, et son esprit était un système de surveillance.
toujours à l'affût, toujours en alerte. Ici, dans la cabane, il n'y avait rien à surveiller, aucun bruit de pas à décoder, aucune voix s'élevant derrière les murs minces, aucune main apparaissant dans son champ de vision périphérique. Les seuls sons étaient ceux du feu, du vent, du ruisseau, de la voix occasionnelle de Silus et de son propre cœur. Et dans ce silence, quelque chose commença à grandir en Nola, quelque chose pour lequel elle n'avait pas encore de mots, pas exactement de la confiance, pas de la paix, quelque chose de plus fondamental que les deux. Le sentiment que son corps lui appartenait, que ses mouvements n'avaient pas besoin d'être calculés pour obtenir l'approbation ou éviter le rejet de quelqu'un d'autre, qu'elle pouvait prendre un livre sans permission, s'asseoir sur une chaise sans vérifier si c'était autorisé, marcher jusqu'au ruisseau et revenir sans en informer personne. Elle pouvait simplement exister. Un matin de la mi-novembre, alors qu'elle transportait de l'eau, elle sentit le bébé donner un coup de pied. Pas le frémissement auquel elle s'était habituée, mais un vrai coup de pied, un pied ou un poing qui poussait contre sa paume avec une force surprenante. Elle s'arrêta sur le chemin, les deux mains sur son ventre et les rides. Cela sortit d'elle avant qu'elle ne puisse l'arrêter, un son qu'elle ne reconnaissait pas sortir de sa propre bouche, plein, involontaire, surpris par l'absurdité et l'émerveillement d'une autre vie, exigeant d'être reconnue. Silas était sous le porche lorsqu'elle revint. Il regarda son visage, ce qui s'y reflétait, et son expression changea d'une manière qu'elle n'avait jamais vue auparavant. Les traits durs autour de sa bouche s'adoucirent, à peine, et ses yeux retinrent les siens un peu plus longtemps que d'habitude. « Les bébés donnent des coups de pied, dit-elle. Il acquiesça. Cela signifie qu'ils sont forts. Cela signifie qu'ils sont impatients. Le coin de sa bouche bougea. Ce n'était pas un sourire. Pas tout à fait, mais plutôt l'ombre d'un sourire. Le souvenir de ce que l'on ressentait en souriant. Une brève apparition sur un visage qui avait oublié comment faire. C'était ce qui se rapprochait le plus d'un moment partagé entre eux, et Nola s'y accrocha comme elle s'accrochait à sa couverture la nuit, fermement, prudemment, consciente que cette chaleur inattendue était aussi fragile. Ce soir-là, Silas fit quelque chose qui sortait de l'ordinaire. Après le dîner, au lieu de reprendre son travail de sculpture, il se dirigea vers la bibliothèque et en sortit le journal relié en cuir. Il le tint un instant, passant son pouce sur la tranche, puis le posa sur la table entre eux. « C'était à lui, dit-il, l'homme qui m'a tout appris. Il s'appelait Arlen. Arlen Voss. » Nola regarda le journal, mais ne le toucha pas. « Il a construit cette cabane avant moi. » Silas continua. « Ou plutôt, il l'a commencé. J'ai terminé ce qu'il n'avait pas pu finir. Il était propriétaire de ce terrain, mais pas sur le papier. Le comté n'a pas connaissance de cette parcelle. Elle se trouve dans un espace entre deux limites cadastrales. Les terrains fantômes n'existent sur aucune carte officielle. Comment est-ce que possible? Parce que Arlen s'en est assuré. C'était un homme prudent. Il savait comment garder les choses secrètes. Silas poussa le journal un peu plus près d'elle. « Je veux que tu lises ça, dit-il. Pas ce soir. Quand tu seras prête, il y a là des choses qui expliquent pourquoi cette cabane existe. Ce qu'il y a en dessous, les gens qui pourraient venir la chercher un jour. » Sa voix avait changé. Elle n'était pas plus forte ni plus agitée, mais elle était désormais grave, le poids de quelque chose porté depuis longtemps et soigneusement posé. « Pourquoi me dites-vous cela? » demanda Nola. Silas la regarda et, pour la première fois, elle vit quelque chose derrière ses yeux qu'elle reconnut. Pas sur son visage, mais dans les miroirs. Le regard de quelqu'un qui avait gardé quelque chose pour lui trop longtemps. « Parce que j'ai 68 ans, dit-il, et que je crache du sang depuis 3 semaines, et que quelqu'un doit le savoir. » Le feu crépitait. Une bûche bougea dans le poêle, projetant une petite pluie d'étincelles contre la porte en fer. Dehors, la pluie continuait de tambouriner patiemment sur le toit. Nola le fixa du regard. « Je crache du sang, répéta-t-elle. Ça a commencé le mois dernier et ça empire. » Il le dit comme il disait tout, de manière factuelle, sans fioriture, sans apitoiement. Ça peut être plein de choses. Aucune n'est bonne à mon âge, sans médecin et sans intention d'en trouver un. Tu dois consulter quelqu'un. Il doit y avoir une ville, une clinique. Non. Le mot était calme mais définitif.
Je suis sur cette montagne depuis 12 ans parce que le monde en bas n'a rien de ce que je veux et des gens que je ne peux pas me permettre de voir. Ça n'a pas changé. Mais Nola, dit-il en prononçant son nom, ce qui la fit se taire. Non pas parce que c'était un mot dur, mais parce que c'était la première fois qu'il l'utilisait avec une telle intensité. Je ne te l'ai pas dit pour que tu y remédies. Je te l'ai dit parce que les choses que Harlan a laissées ici, les choses qui se trouvent sous cette cabane, ont besoin d'un gardien. Et tu es la seule personne à avoir franchi cette porte en 11 ans. Je pense que le silence qui a suivi était différent de leur silence habituel. Celui-ci était tendu. Je ne comprends pas. Nola a dit, tu ne me connais pas. J'ai 16 ans, je suis enceinte, je n'ai rien. Tu t'es présenté à ma porte à moitié mort, et la première chose que tu as faite quand tu t'es réveillé, c'est de m'avertir que tu étais enceinte. Tu ne m'as pas demandé de l'aide. Tu m'as prévenu comme si tu me donnais la permission de te renvoyer avant que tu ne te sentes à l'aise. Il fit une pause. Cela me dit tout ce que j'ai besoin de savoir sur qui tu es. Il se leva lentement et elle remarqua pour la première fois la précaution avec laquelle il bougeait, le léger hoquet dans sa respiration, la façon dont il s'appuyait d'une main sur la table pour se lever. Des signes qu'elle aurait dû voir plus tôt. Des signes qu'elle aurait vus si elle n'avait pas été aussi préoccupée par sa propre survie. « Lis le journal, dit-il. Et demain, je te montrerai le vendeur, le vrai, pas celui qui vend des conserves de haricots. » Il disparut derrière son rideau et Nola se retrouva seule avec le feu, le journal relié de cuir, le bruit de la pluie sur le toit et la sensation que le monde bougeait sous ses pieds, comme si la montagne elle-même avait pris une inspiration. Elle posa sa main sur la couverture du journal. Le cuir était souple, presque chaud, usé par les mains d'un homme nommé Harlan Voss, qui avait construit une cabane dans un endroit qui n'existait sur aucune carte et l'avait rempli de secrets qu'un vieil homme transmettait maintenant à une jeune fille qui n'avait rien, parce qu'elle était la seule à s'être présentée. Le bébé donna 2 nouveaux coups de pied, comme s'il frappait à la porte. « Je sais, murmura Nola. Je le sens aussi. » Elle ouvrit le journal. L'écriture à l'intérieur était petite et précise. Les lettres étaient formées avec la discipline de quelqu'un à qui on avait enseigné l'importance de la calligraphie. L'encre était effacée par endroits, mais les mots étaient lisibles, et la première page ne contenait qu'une seule ligne. Pour celui qui viendra après, la montagne garde ce que le monde oublie. Protège-la, Nola tourna la page et découvrit l'histoire de Harlan Voss, de la cabane, de ce qui se trouvait en dessous, et d'un lien avec sa propre vie qu'elle ne pouvait encore imaginer. Tout commença à se dévoiler à la lumière d'une flamme de kérosène, tandis que la pluie tambourinait contre les fenêtres, que le feu tenait le froid à distance et qu'une jeune fille de 16 ans lisait le premier chapitre d'une vérité qui allait bouleverser tout ce qu'elle croyait savoir sur ses origines et sa valeur. Elle ne dormit pas cette nuit-là. Le journal était ouvert sur ses genoux, l'écriture petite et précise de Harlan Voss remplissait page après page, et Nola le lisait comme quelqu'un boit de l'eau après 3 jours sans en avoir bu, désespérément, complètement, sans presque s'arrêter pour respirer. Les premières entrées dataient de 1981. Harlan écrivait comme il faisait apparemment tout avec précision, sans mots inutiles, sans émotions qui ne soient justifiées par les faits qui l'entouraient. Il documentait son travail pour Ridgewell Resources, comme un chirurgien pourrait documenter une opération, notant les coordonnées, la composition du sol, les strates géologiques, les signatures minérales. Le langage était technique et Nola n'en comprenait pas la moitié. Mais elle comprenait la forme de l'histoire qui se dessinait sous les données. De la même manière qu'elle avait appris à comprendre Silus, non pas à travers ce qui était dit, mais à travers ce qui était soigneusement arrangé autour du silence. Harlan était doué dans son travail. Très doué. Ridgewell l'avait envoyé inspecter des parcelles à travers l'Oregon et Washington à la recherche de gisements minéraux commercialement viables. La plupart de ces découvertes étaient insignifiantes. Du cuivre de faible qualité ici, des traces de nickel là. Rien qui ne valait le coup de l'extraction. Mais au printemps 1983, travaillant seul dans le sud des Cascades, il avait trouvé quelque chose de différent. Le 14 avril 1983. Échantillon de carottes provenant du site Sept, profondeur 340 pieds. L'analyse initiale indique des concentrations significatives de cérium, de lanthane et de néodyme,
en référence au tableau de classification des terres rares de l'USGS. Si le filon s'étend comme l'indique l'étude préliminaire, ce gisement représente l'une des plus grandes sources nationales d'éléments de terres rares répertoriés dans le nord-ouest du Pacifique. Nola ne savait pas ce qu'était le cérium ou le lantane, mais elle comprenait le mot significatif lorsqu'un homme précis l'utilisait, et elle comprenait le mot plus grande, et elle comprenait que quoi que Harlan ait trouvé dans cette montagne, cela avait suffi à changer le cours de sa vie. Les entrées suivantes retraçaient de son rapport à Ridgewell. Il avait suivi le protocole, soumis les carottes, classé les données de l'étude, recommandé une évaluation plus approfondie. La réponse n'était pas venue de son supérieur hiérarchique direct, mais d'un supérieur plus haut placé, un homme nommé Clifton Ridgewell, le fils du fondateur de la société, qui avait convoqué Harlan à une réunion à Portland le 2 mai 1983 avec C. Ridgewell au siège social. Il a examiné les données de l'étude pendant environ 40 minutes sans dire un mot. Puis, il m'a posé une seule question. Qui d'autre a vu cela? Je lui ai répondu que personne d'autre. Il a hoché la tête et m'a dit que l'entreprise s'en occuperait en interne. Il m'a remercié pour ma diligence et m'a demandé de prendre 2 semaines de congés payés pendant qu'ils évaluaient les prochaines étapes. J'ai quitté la réunion avec un sentiment que je ne pouvais pas immédiatement identifier. Il m'a fallu tout le trajet du retour pour le nommer. C'était le sentiment d'avoir montré quelque chose de précieux à quelqu'un et de le voir décider de le voler. Nola tourna la page. Le feu dans le poêle brûlait faiblement, mais elle ne se leva pas pour l'alimenter. Le froid s'infiltrait par les murs, mais elle ne le remarqua presque pas. Le bébé bougea dans son ventre, s'adaptant à son immobilité, et elle posa distraitement une main sur son ventre, tandis que l'autre tenait fermement le journal. Les soupçons de Harlan se révélèrent fondés. 2 semaines devinrent 4. Ses appels au bureau restèrent sans réponse. Lorsqu'il se rendit finalement à Portland pour exiger des réponses, il fut accueilli par un avocat de la société qui lui remit une lettre de licenciement invoquant une restructuration budgétaire et un accord de confidentialité couvrant tous les travaux d'études effectués pendant son emploi. L'accord de confidentialité était exhaustif. Il m'interdisait de discuter, de publier ou de diffuser de quelque manière que ce soit les données géologiques obtenues pendant mon mandat chez Ridgewell Resources. La sanction en cas de violation était un procès civil et il laissait entendre, sans le dire directement, des poursuites pénales pour vol d'informations confidentielles. Je l'ai signé. Je n'avais aucun moyen de pression et aucune ressource pour me défendre, mais j'avais déjà fait des copies de tout. Les échantillons de carottes, les cartes d'études, les résultats d'analyse, les mémos internes. J'avais fait ces copies avant la réunion de Portland, car j'avais reconnu le sentiment qui m'avait envahi lors de ma première conversation avec Clifton Ridgewell, et je faisais davantage confiance à mon intuition qu'à cet homme. Nola eut presque le sourire. Harlan Voss, un homme qu'elle n'avait jamais rencontré, avait fait exactement ce qu'elle aurait fait. Il avait analysé la situation et s'était préparé à la tempête avant qu'elle n'éclate. Après son licenciement, le ton de ses notes dans son journal avait changé. La précision était toujours là, mais elle cachait quelque chose de plus dur. Pas exactement de la colère. Une détermination. Harlan avait enquêté sur la parcelle où il avait fait sa découverte et avait trouvé une lacune dans les relevés topographiques, une bande de terre qui se trouvait entre 2 juridictions du comté en raison d'une erreur cartographique vieille de plusieurs décennies. La terre existait physiquement, mais pas administrativement. Elle n'existait pas juridiquement. Harlan s'y rendit donc. Il construisit la première structure à l'automne 1983. Il ne s'agissait pas de la cabane dans laquelle Nola était assise, mais d'un abri plus petit, composé de 4 murs et d'un toit, suffisant pour y habiter. Il y retourna chaque saison, agrandissant, améliorant, documentant sa présence avec des photographies, des entrées de journal datées et des reçus soigneusement conservés pour les matériaux achetés dans les quincailleries de Prospect et Medford. Il construisait un droit légal à force de persévérance. Après 12 ans d'occupation continue, le terrain lui appartiendrait en vertu de la prescription acquisitive. Après 12 ans passés à être la seule personne à se soucier suffisamment de cette parcelle oubliée pour y vivre, la loi reconnaîtrait ce que l'argent de Ridgewell n'avait pas pu acheter. Le droit de quelqu'un qui était resté. Les minéraux seront toujours là dans 12 ans, écrivait Aaron. Ils sont là depuis 60 millions d'années. Ils peuvent m'attendre.
Mais le corps de Harlan ne pouvait pas attendre aussi longtemps que la montagne. Les entrées du début des années 1990 sont devenues plus courtes, plus rares. Il mentionnait la douleur sans la décrire. Il mentionnait une visite chez le médecin à Medford sans noter le diagnostic. L'écriture, autrefois parfaitement régulière, commençait à trembler. Certaines pages avaient été écrites à des jours différents, l'encre changeant de teinte, comme s'il avait commencé une entrée, puis avait dû s'arrêter et revenir pour la terminer. Puis, sur une page datée du 1er septembre 1992, 9 ans après son installation sur la parcelle, Harlan a écrit quelque chose qui a coupé le souffle à Nola. « Je ne pourrai pas aller jusqu'au bout des 12 ans. Le diagnostic est confirmé. Inopérable. 6 mois, peut-être moins. J'ai passé 9 ans à construire quelque chose que je ne vivrai pas assez longtemps pour terminer. Mais les preuves sont en sécurité. Le coffre-fort est scellé. Les études, les analyses, la correspondance, les documents financiers, tout ce que Ridgewell a essayé d'enterrer est conservé sous cette cabane dans des conditions qui le protégeront pendant des décennies. Et l'argent. Ce n'est pas une fortune, mais assez pour engager quelqu'un qui pourra régler cela le moment venu. J'ai besoin de quelqu'un pour continuer. Quelqu'un qui puisse vivre ici pendant 3 ans de plus. Quelqu'un que le monde ne cherchera pas parce que Ridgewell le cherche. Ils ont déjà envoyé des gens 2 fois. Les 2 fois, la montagne a gardé ses secrets, mais les secrets ont besoin de gardiens. Nola tourna la page. La prochaine entrée était la dernière écrite de la main de Harlan. Je l'ai trouvé, un homme nommé Silas. Il ne donne pas son nom de famille, ne parle pas de son histoire. Il est venu dans la montagne pour ses propres raisons. Il fuyait quelque chose, je pense, comme la plupart des gens qui finissent ici. Mais il est stable, compétent, à l'écoute de la terre, et il n'a nulle part où aller, ce qui signifie qu'il a toutes les raisons de rester. Je lui ai montré la cabane, la cave, je lui ai expliqué ce qu'il y avait en dessous et pourquoi c'était important. Il n'a pas demandé de rémunération ni de promesse. Il a simplement hoché la tête et dit « Je m'en occuperai. Je le crois. Le reste est entre les mains de Dieu, ou des montagnes, ce qui revient peut-être au même. » La dernière entrée était une simple ligne, sans date, écrite en lettres tremblantes mais intactes. Pour ceux qui viendront après, la montagne garde ce que le monde oublie. Protégez-le. Nola ferma le journal. Le feu s'était réduit en braise. La cabane était froide, le genre de froid qui s'installe d'abord dans les pieds et remonte progressivement. Elle pouvait voir son souffle à travers la fenêtre. Le ciel commençait à s'éclaircir. Ce n'était pas encore le lever du soleil, mais la promesse d'un bleu profond. Le monde se souvenait que l'obscurité était temporaire. Elle s'assit dans le silence et réfléchit à ce qu'elle venait de lire. Un homme qu'elle n'avait jamais connu avait trouvé quelque chose de précieux, s'était fait voler et avait passé les 9 dernières années de sa vie à monter un dossier qu'il savait ne jamais pouvoir plaider. Il avait transmis son travail à Silas, qu'il avait conservé en silence pendant 11 ans, ajoutant année après année à une base juridique qu'aucun tribunal ne pouvait rejeter. Et maintenant, Silas était mourant, et ce travail avait besoin d'un autre gardien. Mais il y avait autre chose dans le journal, quelque chose que Nola avait lu, puis relu, puis lu une 3e fois parce que les mots n'avaient pas de sens. Et puis ils en ont eu. Et quand ils en ont eu, leur sens était si grand qu'elle a dû poser le journal et appuyer ses paumes à plat contre le sol, juste pour sentir quelque chose de solide. Entre les notes techniques et les documents juridiques, Harlan avait écrit sur sa vie personnelle, avec parcimonie, comme il faisait tout avec économie et précision, mais les faits étaient là. Il ne s'était jamais marié. Il avait eu une compagne pendant une courte période, une femme nommée Ruth, à la fin des années 1970. Elle l'avait quitté avant qu'il ne sache qu'elle était enceinte. Quand il avait réussi à la retrouver, elle avait déménagé dans le sud de l'Oregon et élevait l'enfant, un garçon, avec sa famille. Harlan avait été informé en termes qui ne laissaient aucune place à la négociation que sa présence n'était pas souhaitée. « J'ai respecté leurs souhaits », écrivait-il. Ou plutôt, je me suis dit que c'était ce que je faisais. En vérité, j'avais peur. Peur d'être rejeté, peur de perturber une vie qui semblait stable sans moi. Je me suis donc contenté de l'observer de loin, passant parfois devant la maison en voiture, apercevant parfois le garçon qui jouait dans le jardin. Il me ressemblait au niveau des yeux. Le garçon s'appelait Thomas. Nola avait lu ce nom et avait senti la pièce basculer.
Thomas avait grandi, épousé une femme nommée Charlene et eu une fille. Je l'avais appris grâce au registre du comté. Je les consultais régulièrement, incapable de tourner complètement la page. La fille s'appelait Nola. Elle avait lu son propre nom dans l'écriture de son grand-père décédé, et quelque chose en elle qui était resté enfermé pendant 16 ans s'était ouvert avec un bruit qu'elle pouvait presque entendre. Thomas était parti quand la fille était petite. Je ne sais pas pourquoi, j'ai essayé de le retrouver. Je n'ai pas pu. La piste s'était arrêtée au Nevada. Peut-être est-il vivant, peut-être ne l'est-il pas. Mais la fille, Nola, elle est dans le système maintenant. Charlene s'est remariée. Les archives suggèrent que la situation n'est pas bonne. Je ne peux pas l'aider directement. Je suis mourant. Et tout contact créerait une trace écrite que Ridgewell pourrait suivre. Mais je peux laisser tout cela. Tout. La terre, les preuves, le coffre-fort. Si elle trouve le chemin jusqu'ici, elle aura tout ce que je n'ai pas pu lui donner de mon vivant. La montagne garde ce que le monde oublie. Nola avait refermé le journal après avoir lu ces mots et était restée immobile pendant très longtemps. Son grand-père, Aaron Voss, était bien son grand-père. Et son père Thomas, l'homme dans le camion bleu, l'homme qui avait roulé jusqu'à la boîte aux lettres et avait continué sa route, l'homme dont l'absence avait marqué sa vie, était le fils perdu de Harlan. Un homme qui avait grandi sans savoir d'où il venait. Un homme qui avait quitté sa propre fille de la même manière qu'il avait été quitté. Non par cruauté, mais à cause d'une fracture qu'il ne comprenait pas, car personne ne lui avait jamais dit qu'elle existait. L'héritage n'était pas seulement le coffre-fort, c'était la connaissance de ses origines. La preuve qu'elle n'était pas née de rien. Que quelque part, dans la chaîne enchevêtrée et brisée des pères et des filles, des départs et des séjours, il y avait eu de l'amour. Imparfait, distant, exprimé à travers des études géologiques et des cabanes construites à la main, plutôt que des histoires avant de se coucher et des cartes d'anniversaire. Mais de l'amour, le genre qui construit quelque chose dont il sait qu'il ne verra pas l'achèvement. Lorsque Silas émergea de derrière son rideau ce matin-là, se déplaçant lentement, une main pressée contre ses côtes là où la toux lui faisait le plus mal, il trouva Nola assise à la table, le journal fermé devant elle, les yeux rouges mais secs. « Tu l'as lu, dit-il. Tout, ajouta-t-il en s'affalant sur sa chaise, l'effort visible d'une manière qui ne l'était pas il y a une semaine. Et Harlan Voss était mon grand-père. Silas resta silencieux pendant un moment, sans surprise. Le silence de quelqu'un qui avait des soupçons et qui venait d'en avoir la confirmation. « J'espérais que tu viendrais, dit finalement Silas. Je ne pensais pas que cela arriverait, mais j'espérais. Le savais-tu? Quand je me suis présenté à ta porte, savais-tu qui j'étais? Non, pas au début. Tu m'as dit que tu t'appelais Nola, et quelque chose m'a semblé bizarre dans mon souvenir. Il m'a fallu 2 jours pour le trouver dans le journal. Je suis retourné relire les dernières pages, et tu étais là. Il fit une pause, puis continua avec une franchise plus silencieuse que tout ce qu'il avait dit depuis son arrivée. À 16 ans, enceinte, fuyant quelqu'un qui lui avait fait du mal, elle s'était présentée à la cabane d'un homme qui la gardait pour quelqu'un exactement comme elle. Il secoua lentement la tête. Je ne crois pas aux coïncidences. Je n'y ai jamais cru, mais je ne sais pas comment appeler cela autrement. Harlan aurait appelé cela la montagne, dit Nola. Silas faillit sourire. Oui, il l'aurait fait. Il se leva, s'appuyant sur la table, et fit un signe de tête vers le sol de la cuisine. Il est temps de vous montrer le reste. La trappe s'ouvrit sur la cave à légumes qu'elle avait aperçue auparavant, avec ses murs en pierre, ses étagères remplies de conserves, son odeur de terre humide et d'air froid. Silas descendit le premier, tenant la lanterne, et Nola le suivit prudemment, son ventre rendant l'échelle étroite difficile à emprunter. Au fond, la cave était exactement comme elle l'avait imaginé. 2,5 mètres sur 3, un sol en terre battue, des bocaux alignés sur des étagères. Mais Silas ne s'arrêta pas là. Il se dirigea vers le mur du fond, posa la lanterne sur une étagère et appuya sa main à plat contre une partie de la pierre qui semblait identique à toutes les autres. Quelque chose cliqua, un mécanisme caché dans le mur, mécanique, pas électronique, conçu pour fonctionner sans électricité dans un endroit qui n'en avait pas. Une partie du mur de pierre pivota vers l'intérieur, révélant un passage à peine assez large pour une personne, creusé dans la roche même de la montagne. Harlan était ingénieur, dit Silas. Il ne se contentait pas de réfléchir à ce qu'il fallait cacher.
Il réfléchissait à la manière de le cacher pour que cela dure. Le passage s'étendait sur environ 4,5 mètres, en pente légère vers le bas. Les murs étaient rugueux mais stables. Au bout se trouvait une porte, pas une porte de cabine, mais une porte de coffre-fort. De l'acier encastré dans un cadre en béton, avec une serrure à combinaison que Silas actionna avec ses doigts, qui connaissaient la séquence par cœur. La porte s'ouvrit. À l'intérieur se trouvait une pièce de la taille d'un grand placard creusé dans la roche solide. L'air était frais et sec, parfaitement immobile, à l'abri de l'humidité et des variations de température qui détruisaient le papier et corrodaient le métal au fil des décennies. Des étagères tapissaient les trois murs, et sur ces étagères, disposées avec la minutie d'un homme qui croyait que les preuves étaient tout, se trouvait le contenu du travail de toute une vie de Harlan Voss. Des études géologiques reliées dans des pochettes plastiques protectrices étiquetées par date et lieu. Des photographies d'échantillons de carottes. Les résultats d'analyses minérales provenant de 3 laboratoires indépendants. Des mémos internes de Ridgewell Resources. Certains portaient la signature de Clifton Ridgewell, attestant que la société avait connaissance des gisements de terre rares et avait délibérément décidé de dissimuler ses découvertes. Des analyses juridiques des lois sur la prescription acquisitive. De la correspondance avec le bureau d'évaluation du comté montrant la déclaration frauduleuse de Ridgewell, selon laquelle la parcelle était dépourvue de minéraux. Et sur l'étagère du bas, dans un coffre-fort ignifugé, de l'argent liquide. Nola le compta plus tard, un peu plus de 43 000 en liasses de billets, vieux mais intacts, préservés grâce aux conditions climatiques contrôlées du coffre-fort. 43 000, murmura Nola en fixant le coffre-fort. Harlan avait vendu tout ce qu'il possédait dans les années qui avaient précédé sa mort. Silas a dit, la voiture, la maison à Medford, l'équipement, les économies, il a tout converti en espèces et les a enfermés ici. Il a ajouté, les billets de banque ne laissent pas de traces électroniques. C'est suffisant pour engager un avocat. C'est à cela que ça sert. Et elles seules, les études, si elles étaient présentées au tribunal avec la correspondance de Ridgewell, prouveraient une fraude d'une ampleur qui pourrait leur coûter des centaines de millions. Je ne peux même pas estimer la valeur marchande actuelle du gisement de terre rare. Harlan non plus, et pourtant c'était un expert. Nola regarda autour d'elle dans la chambre forte. Elle regarda les preuves laissées par un homme qu'elle n'avait jamais rencontré et qui avait passé ses dernières années à construire une arme contre ceux qui l'avaient volé. Pas une arme de colère, mais une arme de précision. Chaque document était daté, chaque revendication étayée, chaque élément de preuve conservé avec le soin de quelqu'un qui savait que la vérité correctement documentée était plus puissante que n'importe quel mensonge, aussi coûteux que soit le menteur. Il a construit tout cela, dit-elle, sachant qu'il ne l'utiliserait jamais lui-même. C'est ce qui le rendait différent d'eux, dit Silas. Ridgewell pensait en termes de trimestres. Harlan pensait en termes de générations. Il se tenait dans la chambre forte, la lanterne projetant de longues ombres sur les preuves rangées sur les étagères. Et Nola sentit toute l'architecture de son héritage s'installer sur ses épaules. Pas seulement de l'argent, pas seulement des terres, mais une responsabilité, un combat qui attendait depuis 30 ans que quelqu'un le reprenne. Ridgewell est toujours en activité, dit Silas, comme s'il lisait dans ses pensées. Plus grande maintenant que lorsque Harlan travaillait pour eux. Ils acquièrent des droits miniers dans tout le nord-ouest du Pacifique depuis des années, mais ils ne sont jamais revenus ici. Le manque de données topographiques nous a protégés. Ils ne savent pas exactement où se trouve le gisement, car les coordonnées originales de Harlan se trouvaient dans les dossiers qu'ils ont enterrés. Et sans ces dossiers, ils ne peuvent que deviner. Mais ils continuent à chercher. Ils envoient des équipes de topographes dans cette région tous les 2 ou 3 ans. Parfois en hélicoptère, ils n'ont jamais trouvé la cabane. La canopée est trop dense et nous n'apparaissons pas sur les images satellites, car nous n'existons sur aucune carte. Mais ils n'ont pas cessé de chercher. Quoi que Harlan ait trouvé, ils savent que c'est ici quelque part. Ils ne peuvent simplement pas prouver où cela se trouve tant que quelqu'un ne le leur dit pas. Silas la regarda. Tant que quelqu'un ne le leur dit pas, ou tant que leur technologie n'est pas assez avancée pour le trouver sans qu'on le leur dise. Cela pourrait être l'année prochaine. Cela pourrait être dans 10 ans. Mais cela arrivera. Ils remontèrent l'échelle.
Salas avançait encore plus lentement qu'avant, s'arrêtant 2 fois pour reprendre son souffle, ce qui serra le cœur de Nola. Elle referma le trapour derrière eux et resta debout dans la cuisine, sentant la cabane autour d'elle comme un être vivant. Les rondins que Aaron avait coupés, les murs que Salas avait entretenus, le feu qu'elle alimentait maintenant. 3 gardiens, 3 générations à défendre leur territoire. Que se passera-t-il quand ils viendront? Demanda Nola. Silas s'assit sur sa chaise, l'effort lui coûtant plus qu'il ne voulait le montrer. Ils viendront avec des avocats, des documents et des hommes au bas de propre qui n'ont jamais fendu un morceau de bois de leur vie. Ils vous diront que cette terre leur appartient. Ils vous offriront de l'argent pour que vous partiez. Et quand vous refuserez, ils vous menaceront. Et alors, vous leur montrerez ce qu'il y a dans le coffre-fort et vous verrez leur visage changer. Il prit son couteau à sculpter et le morceau de bois qu'il façonnait depuis des jours. Nola pouvait maintenant le voir. Une petite silhouette, grossière mais reconnaissable. Un oiseau, les ailes à demi déployées, comme prises entre l'immobilité et le vol. Harlan m'a dit quelque chose avant de mourir. Silas dit, le couteau bougeant par mouvements lents et prudents. Il a dit, la montagne se fiche de savoir qui gagne. Elle garde simplement ce qu'on lui donne et attend que quelqu'un d'assez courageux vienne le réclamer. Il a brandi l'oiseau, le tournant à la lumière de la lanterne, puis il l'a posé sur la table et l'a fait glisser vers Nola. Il t'aurait aimé, a dit Silas, tu es têtu, tout comme lui. D'une bonne manière, celle qui permet de construire des choses. Nola prit le petit oiseau en bois et le tint dans sa paume. Il était encore chaud des mains de Silas. Les ailes étaient délicates, sculptées si finement que la lumière de la lanterne passait à travers les bords, et la tête était légèrement inclinée, comme si l'oiseau écoutait quelque chose que lui seul pouvait entendre. Elle referma délicatement ses doigts autour de lui et le serra contre sa poitrine, où le bébé poussait avec une insistance lente et régulière qui ressemblait moins à des coups de pied qu'à des coups frappés pour demander à entrer. « Je ne quitterai pas cette montagne, » dit Nola. Silas acquiesça. Et pour la première fois depuis qu'elle le connaissait, les rides autour de sa bouche ne se sont pas simplement adoucies. Elles se sont transformées en quelque chose d'indubitable. Un sourire, bref, discret, disparut presque avant d'être apparu. Mais réel. « Je sais, dit-il. C'est pour ça que je te l'ai montré. » Dehors, le vent se leva, soufflant dans les vieux pins, avec un bruit semblable à une longue et lente expiration. Le feu crépitait, la lanterne se balançait, et quelque part sous leurs pieds, scellés dans la roche, l'obscurité et la patience, le témoignage d'une fortune volée, attendaient la jeune fille venue la réclamer. Non pas parce qu'elle voulait la richesse, mais parce qu'elle lui appartenait. Parce que son grand-père l'avait construite pour elle, parce que 2 hommes avaient donné leur vie pour la protéger, et parce que Nola Price Saisons, avec pour seul bagage une contusion, un bébé et une chemise en flanelle empruntée, était suffisamment têtue pour tenir bon. Silas mourut un jeudi. Nola le savait parce qu'elle avait commencé à compter les jours dans la marge du journal de Harlan. De petites marques au crayon, une pour chaque lever de soleil depuis son arrivée. Elle en était au 53e jour, 7 semaines et 4 jours depuis qu'elle s'était effondrée sous le porche d'une cabane qui n'existait sur aucune carte, devant un homme qui ne voulait pas de compagnie dans un endroit que le monde avait oublié. Jeudi, fin novembre. La première vraie neige était tombée 2 jours auparavant. Pas les quelques flocons qui avaient saupoudré la clairière début novembre, mais une véritable chute de neige qui avait recouvert le sol de 12 cm pendant la nuit et continuait de tomber. Les arbres ployaient sous son poids. Le ruisseau ralentissait, ses bords s'épaississant de glace qui s'étendaient un peu plus chaque matin. Le monde était devenu blanc et silencieux, et ce silence avait une texture lourde et feutrée, comme l'intérieur d'une pièce où quelqu'un dort. Silas allait de plus en plus mal depuis des semaines. La toux qui avait fait apparaître de petites taches de sang était devenue une toux qui faisait cracher des bouffées de sang. Il avait arrêté de vérifier les pièges, arrêté de fendre du bois, arrêté d'aller plus loin que le porche où il s'asseyait enveloppé dans une couverture que Nola lui apportait, regardant les arbres avec ses yeux calmes comme un homme qui compte les choses qui lui manqueront. Elle s'était occupée de tout. L'eau du ruisseau, le feu avant le lever du soleil, le piège qu'elle installait et vérifiait désormais en respectant l'espacement de 4 doigts qu'il lui avait enseigné, ajustant les angles par instinct plutôt que par instruction.
La cuisine, le ménage, le fendage du bois, qu'elle faisait mal au début, puis moins mal en écoutant le grain comme il le lui avait dit, laissant la hache trouver la ligne que le bois voulait suivre. Son corps protestait. Enceinte de 7 mois, son centre de gravité changeait chaque jour. Son bas du dos lui faisait si mal qu'elle se réveillait la nuit. Mais elle le faisait chaque matin, chaque tâche, non pas parce que quelqu'un le lui demandait, mais parce que la structure avait besoin d'être entretenue. Et c'était elle, la structure, désormais. Ce jeudi matin-là, elle lui apporta son café dans une tasse en étain. Il était assis dans son fauteuil, une couverture sur les épaules, le journal en cuir ouvert sur ses genoux. Il relisait les notes de Harlan depuis des jours, repassant les mots comme un homme revisitant les pièces d'une maison qu'il s'apprêtait à quitter. La neige tombe de plus en plus fort, dit-elle en posant la tasse à côté de lui. Il ne la prit pas. Sa main reposait sur le journal, les doigts écartés sur la page ouverte. Ses yeux étaient fixés sur la fenêtre, mais ils ne suivaient pas la chute de neige. Ils ne suivaient rien. Nola le sut avant même de le toucher. Elle le sut comme on sait qu'un feu s'est éteint avant même de voir la cheminée froide. Non pas à partir de preuves, mais à partir de l'absence. Quelque chose qui était présent dans la pièce. Une faible vibration dont elle n'avait pas conscience jusqu'à ce qu'elle s'arrête et disparaisse. Elle toucha quand même sa main. Froide. Pas encore glacée, mais en train de se refroidir. La chaleur le quittait progressivement, des extrémités vers l'intérieur. Comme la lumière du jour quitte une vallée à la fin de la journée. « Cesse, dit-elle, rien. » Elle se tenait dans la cabane qu'elle connaissait mieux que n'importe quelle pièce qu'elle avait occupée. Chaque poutre, chaque nœud dans le bois, chaque courant d'air qui s'infiltrait sous la porte quand le vent venait du nord-est, et elle sentit le sol se dérober sous ses pieds pour la deuxième fois de sa vie. La première fois, elle avait 4 ans et regardait un camion bleu disparaître. Cette fois-ci, personne ne partait. Silas était toujours là, toujours dans son fauteuil, tenant toujours le journal. Mais la personne qui avait habité ce corps, qui avait sculpté le bois, posé des pièges, lu le grain du bois et lui avait tendu une tasse en étain remplie de bouillon la nuit où sa vie s'était scindée en deux, cette personne avait disparu. La chaise avait conservé sa forme. La forme ne contenait plus rien. Elle ne pleura pas tout de suite. Elle s'assit par terre à côté de sa chaise. Comme elle s'était assise tant de soirs pendant qu'il sculptait et qu'elle lisait, et qu'elle posait sa main sur son genou et respirait. Le bébé se retourna lentement dans son ventre, le feu crépitait dans le poêle et dehors, la neige tombait avec la patience de quelque chose qui n'avait nulle part ailleurs où aller. Au bout d'un long moment, elle pleura, pas comme elle pleurait quand elle était enfant, étouffant ses sanglots dans un oreiller pour que Dale ne l'entende pas, se retenant jusqu'à ce que le son ressemble plus à un étouffement qu'à un chagrin. Elle pleura comme le ruisseau après une forte pluie. À pleine voix, sa voix remplissant la cabane, rebondissant sur les poutres, le foyer en pierre et les bocaux d'herbes séchées, et personne ne lui dit d'arrêter. Personne ne lui tendit la main. Personne ne lui répondit d'une voix menaçante. Elle pleura jusqu'à ce qu'elle soit vide. Puis elle s'essuya le visage avec sa manche, se leva et fit ce que Silas aurait fait. Elle alimenta d'abord le feu. Puis elle fit bouillir de l'eau. Ensuite, elle se rendit à la ligne de piège, car les lapins ne savaient pas que quelqu'un était mort, pas plus que sa faim. Elle l'enterra cet après-midi-là. Il lui avait montré l'endroit quelques semaines plus tôt, lors d'une de leurs promenades, une clairière plate à l'est de la cabane, abritée par de vieux cèdres, où le sol était profond et où le soleil matinal pénétrait en longs rayons ambrés. « Si quelque chose arrive, avait-il dit, en montrant du doigt une espèce de fougère, c'est là que je voudrais être. » La lumière du matin était meilleure que celle de l'après-midi. Elle avait pensé qu'il était morbide. Elle comprenait maintenant qu'il avait été pragmatique. Une décision de moins à prendre pour elle le moment venu. Le sol n'était pas encore gelé sous le couvert des arbres, mais il était dur. Et creuser à 7 mois de grossesse était la chose la plus éprouvante physiquement qu'elle ait jamais faite. Pire que les 3 jours passés dans la nature sauvage. Pire que les bottes de Dale contre son dos. Parce que ces choses lui étaient arrivées, et que c'était quelque chose qu'elle avait choisi de faire. Et ce choix rendait la douleur plus vive, plus précise, entièrement sienne. Cela lui a pris 4 heures. Elle se reposait entre chaque section, appuyée sur la pelle, son souffle formant des nuages blancs, son dos lui faisant mal,
le bébé appuyant contre ses poumons. Mais elle a creusé profondément, assez profondément pour que ce soit bon. Elle l'enveloppa dans la couverture en laine de son lit. Elle sentait la fumée de bois et le cèdre, et quelque chose en dessous qui n'était que du silus, de la résine de pin et de l'eau froide, et l'odeur particulière de quelqu'un qui avait vécu simplement pendant très longtemps. Elle le descendit dans la tombe, s'y glissa pour bien disposer la couverture, lui plia les mains pour s'assurer que le couteau à sculpter était bien placé à côté de lui, car un homme doit être enterré avec l'outil qui a marqué ses meilleurs moments. Elle remplit la tombe. Elle plaça des pierres de ruisseau sur le dessus, des pierres plates qu'elle transportait 2 par 2 depuis le bord de l'eau. À la tête, elle construisit un cas, 7 pierres, chacune choisie pour s'emboîter avec celle en dessous, empilées comme il lui avait appris à lire le bois. Trouvant la ligne naturelle où les choses voulaient reposer, elle plaça le petit oiseau sculpté au sommet. « Merci, dit-elle, pour le bouillon, pour le feu, pour ne m'avoir jamais demandé d'être autre chose que ce que j'étais déjà. » Le vent souffla dans les cèdres et emporta ses paroles dans les arbres. Enola retourna seule à la cabane. Elle avait 16 ans, était enceinte de 7 mois, vivait dans une cabane qui n'existait sur aucune carte, au milieu d'une région sauvage, et entrait dans la période la plus difficile de l'hiver. La seule personne qui savait qu'elle était en vie était désormais ensevelie sous un tas de pierres provenant du ruisseau. Elle aurait dû être terrifiée. Au lieu de cela, elle attisa le feu, réchauffa le bouillon et s'assit avec le journal de Harlan, car la terreur était un luxe qu'elle ne pouvait se permettre, et la prochaine étape était toujours la prochaine étape. Et la prochaine étape, à ce moment-là, était de survivre jusqu'en février, lorsque le bébé naîtrait et que la neige commencerait à fondre. Et quelle que soit la lutte qui l'attendait en bas de la montagne, elle serait toujours là. Le mois de décembre avait failli la tuer. Pas de façon spectaculaire, pas d'un seul coup. Le mois de décembre avait essayé de la tuer comme le froid tue tout. Lentement, patiemment, par accumulation, la neige s'était accumulée jusqu'à atteindre la balustrade du porche. Le ruisseau avait gelé dans les eaux peu profondes, l'obligeant à casser la glace avec une pierre chaque matin pour atteindre l'eau courante. Le bois de chauffage qu'elle avait coupé avait duré, mais à peine. Certains matins, elle se réveillait dans une cabane si froide que du givre s'était formé à l'intérieur des fenêtres. Des motifs délicats qui auraient été magnifiques s'ils n'avaient pas signifié que le feu s'était éteint pendant son sommeil. Elle apprit à entasser les braises comme Silas l'avait fait, en enterrant les plus chaudes sous la cendre afin qu'elles tiennent toute la nuit. Elle apprit à isoler les fenêtres avec des bandes de tissu déchirées dans une bâche en toile. Elle apprit que la faim en plein hiver est différente de la faim en automne. Ce n'était pas une faim lancinante, mais un vide, une lente évacuation d'énergie qui rendait ses pensées lourdes et ses mouvements prudents. Le bébé grandissait malgré tout. Il grandissait avec la détermination aveugle de quelque chose qui ne connaissait pas les circonstances de son arrivée et qui s'en serait moqué même s'il les avait connues. Nola le sentait pousser vers l'extérieur, remplir des espaces dont elle ignorait l'existence, réorganiser ses organes pour faire de la place à ses propres besoins. Elle lui parlait parfois, comme elle avait parlé à Silas, sans attendre de réponse, juste pour maintenir le langage vivant dans le silence. « Ton arrière-grand-père a construit cet endroit », disait-elle en remuant le bouillon sur la cuisinière. « Il était ingénieur, il a trouvé quelque chose de précieux, et les gens ont essayé de le voler, alors il l'a caché dans une montagne et a attendu que quelqu'un d'assez têtu vienne le chercher. Il s'avère que c'est nous. » Le bébé donnait des coups de pied en réponse. Nola choisit d'interpréter cela comme un signe d'approbation. Elle lut le guide des plantes 2 fois de bout en bout. Elle mémorisa quelles herbes séchées dans les bouquets suspendus au plafond étaient destinées à soulager les nausées, lesquelles à soulager la douleur, lesquelles à soigner les infections. Elle trouva la petite trousse de secours de Silas dans un tiroir qu'elle n'avait jamais ouvert auparavant, une bouteille de diode, un rouleau de bandage propre, un pot de pommade qui sentait le goudron de pain et la cire d'abeille. Elle fit l'inventaire de tous les bocaux dans la cave à légumes et calcula combien de jours chacun durerait. Le calcul n'était pas encourageant. Elle avait assez de nourriture pour tenir jusqu'à la mi-février si elle faisait attention. Le bébé devait naître début février si ses calculs étaient exacts, ce qui signifiait qu'elle accoucherait seule dans une cabane sans électricité ni eau courante, sans formation médicale et sans personne pour l'aider si quelque chose tournait mal.
Elle accepta cette réalité comme elle acceptait toutes les réalités supportables, sans broncher, jusqu'à ce qu'elle devienne simplement une autre condition de son existence. Comme le froid, comme le silence, comme l'échymose qui avait finalement disparu de son visage, laissant derrière elle une peau qui avait retrouvé sa couleur, sans marque, n'appartenant à la colère de personne, sauf au souvenir de celle-ci. Le jour de Noël, dont elle ne connaissait la date que grâce à ses marques de comptage, elle s'autorisa un luxe. Elle ouvrit un bocal de pêche en conserve provenant de la cave à légumes, le dernier bocal, et les mangea lentement près du feu, laissant la douceur se déposer sur sa langue. Le sirop était épais et doré, et avait le goût de l'été, comme une saison qui existait quelque part au-delà du monde gelé à l'extérieur. Patiente, attendant de revenir, elle garda la dernière moitié de pêche, la posa sur le rebord de la fenêtre et regarda la lumière du feu briller à travers comme un vitrail. « Joyeux Noël », dit-elle à personne en particulier. À tout le monde, à Harlan et Silas et au bébé et à son père Thomas, où qu'il soit, et à grand-mère Ruth, qu'elle n'avait jamais connue, et même à Charlene parce que c'était Noël et que Nola avait décidé, assise seule dans une cabane sur une montagne, qu'elle en avait assez de porter en elle la cruauté des autres. Elle pouvait la déposer, sans la pardonner, sans l'oublier, simplement la déposer comme on dépose une lourde pierre que l'on a portée si longtemps qu'on en a oublié que nos mains étaient pleines. Elle la déposa. Janvier était le mois le plus froid. La température descendit jusqu'à des valeurs records. Elle n'avait pas de thermomètre pour la mesurer, mais elle pouvait la sentir à la façon dont les murs de la cabane se contractaient la nuit, craquant comme un navire dans une mer agitée. Les arbres à l'extérieur craquaient et se fendaient à mesure que la sève gelait dans leurs veines. Nola entretenait le feu 24 heures sur 24, dormant par tranches de 2 heures, se réveillant pour ajouter du bois, vérifier les braises, dans un rythme aussi régulier que les battements d'un cœur. Le bébé est né au cours de la 3e semaine de janvier. Elle l'a senti. Un changement de pression, une lourdeur qui s'est déplacée plus bas, les coupes de pieds qui étaient sous ses côtes, se produisant désormais plus près de son bassin. Elle avait lu cela dans un chapitre d'un ouvrage médical qu'elle avait trouvé coincé entre 2 livres d'histoire sur l'étagère de Silas. Le corps se préparait, se mettait en condition pour l'accouchement, et elle se préparait aussi. Elle fit bouillir de l'eau et la conserva dans des bocaux propres. Elle déchira le tissu le plus propre qu'elle put trouver en bande pour faire des bandages. Elle relut 3 fois le chapitre sur l'accouchement, mémorisant les étapes, les signes de complications, les interventions simples possibles sans technologie. Elle disposa la réserve de médicaments de Silas à côté du lit où elle prévoyait d'accoucher. Et elle parla au bébé? « Voici le plan, dit-elle. Un soir, allongé sur le côté près du feu. Tu sors, tu respires, je coupe le cordon, on verra le reste après. Ça te va? » Un coup de vieux pile assez fort pour la réveiller. Je prends ça pour un oui. Le bébé est né le 2 février. Cela a commencé avant l'aube, par une contraction dans son ventre qui l'a réveillée d'un sommeil léger. Ce n'était pas encore de la douleur, mais une pression, comme si la montagne elle-même pesait sur elle. Elle est restée allongée et a compté le temps entre les contractions en regardant les ombres du feu se déplacer sur le plafond, irrégulières au début, puis de plus en plus rapprochées. En milieu de matinée, la douleur était devenue insupportable. Elle l'occupait complètement. Chaque contraction était une vague qui montait de son bas du dos et déferlait sur tout son corps, la laissant essoufflée et tremblante entre 2 vagues. Elle s'est déplacée vers le lit de camp. Elle avait de l'élo à portée de main, des bandes de tissu propres, de l'iode, le couteau qu'elle avait stérilisé dans le feu. Elle avait ouvert le guide des plantes à la page sur la gestion de la douleur, le thé d'écorce de saule pour les douleurs légères. Et elle faillit rire, car il n'y avait rien de léger là-dedans. C'était son corps qui s'ouvrait de la manière la plus fondamentale qui soit, et aucune quantité de thé d'écorce ne pouvait changer la réalité de ce qui se passait. Elle agrippa le cadre du lit de camp et poussa quand son corps lui dit de pousser. Et elle respirait quand son corps la laissait respirer. Et elle poussait des sons qu'elle n'avait jamais poussés auparavant. Des sons animaux graves, ceux qui viennent d'un endroit situé au-delà du langage, au-delà de la pensée, de la partie d'une personne qui est simplement et entièrement vivante. Cela a pris 9 heures. Et à un moment donné, elle a cessé d'être consciente de la cabane, du feu, du froid, de la montagne.
Elle n'existait plus que dans le rythme des contractions et des pauses entre elles. Sous la pression croissante et le besoin irrésistible de pousser, son monde s'est réduit à la taille de son propre corps et du corps qui s'y trouvait. Deux vies négociant la frontière entre une existence et deux. Puis, dans la dernière lumière d'un après-midi d'hiver, alors que le feu brûlait faiblement et que les ombres s'allongeaient sur le sol, le bébé est arrivé. Elle l'a attrapé elle-même, glissant, incroyablement chaud, plus petit qu'elle ne l'avait imaginé et plus bruyant qu'elle ne l'avait prévu. Ses cris remplirent la cabane comme ses propres cris de douleur l'avaient rempli le jour où Silas était mort, atteignant chaque recoin, rebondissant sur les poutres, le foyer en pierre, l'étagère à livres et les bocaux d'herbe. Une fille, Nola, coupa le cordon avec un couteau stérilisé, le noua avec un morceau de tissu propre et serra sa fille contre sa poitrine. La peau du bébé était rouge et ridée, ses poings serrés, sa bouche ouverte dans une protestation continue contre le monde froid et lumineux dans lequel elle avait été poussée. « Je sais, murmura Nola. Je sais que c'est beaucoup, mais tu es là. Tu es là maintenant. » Elle nettoya le bébé aussi doucement que possible avec l'eau chaude des bocaux qu'elle avait préparés. Elle l'enveloppa dans la chose la plus douce qu'elle possédait, la chemise en flanelle que Silas lui avait donnée, celle qu'elle avait portée tous les jours pendant des semaines, celle qui sentait encore légèrement la fumée de bois et le cèdre, et l'homme discret qui la lui avait tendue sans explication. Le bébé cessa de pleurer. Elle était allongée contre la poitrine de Nola, son petit corps se soulevant et s'abaissant à chaque respiration. Ses yeux à peine ouverts ne voyaient rien et tout à la fois. Nola s'adossa contre le mur et serra sa fille dans ses bras. Dehors, la neige tombait, le feu crépitait, et la cabane que Harlan avait commencée, que Silas avait terminée et que Nola entretenait désormais, les protégeait comme une paire de mains en couple. Elle nomma le bébé Rose, non pas en référence à quelqu'un en particulier, mais en référence à la chose elle-même, à quelque chose qui pousse là où il est planté, qui s'ouvre à son rythme, qui a des épines parce que le monde les exige, et de la beauté parce que le monde la mérite. Rose têta dès la première heure, s'accrochant avec un instinct qui étonna Nola. Le bébé savait quoi faire. Le corps de la mère savait quoi lui donner. À elles deux, elles ont trouvé leur chemin, maladroitement, imparfaitement, avec beaucoup d'ajustements et de repositionnements, et une frustration silencieuse. Mais elles ont trouvé leur chemin. Au cours des 3 semaines suivantes, Nola a appris que s'occuper d'un nouveau-né dans une cabane de montagne sans électricité, sans eau courante et sans autre être humain était à la fois plus simple et plus difficile qu'elle ne l'avait imaginé. Plus simple, car le bébé n'avait besoin que de 3 choses, de la chaleur, de la nourriture et de la proximité. Plus difficile, car lui fournir ces 3 choses tout en entretenant le feu, en transportant de l'eau à travers la neige profonde, en vérifiant les pièges et en s'alimentant elle-même exigeait un effort constant qui la laissait si épuisée qu'elle s'endormait parfois debout. Mais Rose était en bonne santé. Elle prenait du poids. Ses pleurs devenaient plus forts. Ses yeux, qui avaient la couleur bleu foncé floue de tous les nouveau-nés, commençaient à s'éclaircir pour devenir plus clairs, gris, peut-être comme ceux de Silas, ou bleu pâle comme ceux de Harlan. Nola lui parlait constamment, pas en langage bébé, mais en vrai langage, comme elle avait parlé à Silas, des phrases qui supposaient que l'auditeur était intelligent et attentif. C'est le poêle à bois, il nous maintient en vie. Tu dois le respecter, mais tu n'as pas à le craindre. Il en va de même pour la plupart des choses. Voici le journal de ton arrière-grand-père. C'était un homme prudent. Il a monté un dossier qui aurait pu faire tomber une entreprise, il l'a caché dans une montagne et nous l'a laissé. Quand tu seras plus grande, tu le liras toi-même. Cette odeur, c'est du bouillon de chevreuil. Tu finiras par t'y habituer. Pour l'instant, la recette originale est meilleure. Elle baissa les yeux vers sa poitrine, sans vouloir t'offenser. Février laissa place à mars. La neige commença à fondre, pas d'un seul coup, mais petit à petit. Les gouttes tombèrent d'abord des avant-toits, puis des plaques de terre sombres apparurent dans la clairière, puis le ruisseau gonfla avec le ruissellement, sa voix revenant après des mois de silence étouffé. Le monde se réveillait, et Nola se réveillait avec lui. Elle commença à faire des projets sérieux, pas seulement à survivre, mais à faire des projets. Le coffre-fort était toujours scellé sous la cabane. Les preuves étaient intactes.
43 000 en espèces. Des études géologiques qui documentaient l'un des plus grands gisements de terres rares du nord-ouest du Pacifique. Des correspondants internes de Ridgewell prouvant la fraude, une chaîne d'habitation continue s'étendant sur plus de 20 ans. Elle avait besoin d'un avocat, quelqu'un qui comprenait les droits miniers, la possession adverse et la fraude d'entreprise. Quelqu'un qui ne pouvait être acheté ou intimidé par une entreprise disposant des ressources de Ridgewell. Elle avait également besoin de quitter la montagne pour la première fois en 5 mois, et elle devait le faire avec un nouveau-né. À la mi-mars, lorsque la route forestière fut suffisamment dégagée pour être praticable à pied, Nola fit un sac y mettant des couches qu'elle avait cousues à partir de vieux tissus, le reste du jerky séché, de l'eau, le journal en cuir et, provenant du coffre-fort, une étude géologique, l'original, celui avec la signature de Harlan, et les coordonnées que Ridgewell avait enterrées. Elle laissa le reste scellé sous terre, car elle n'était pas assez stupide pour emporter tout ce qu'elle possédait dans un territoire incertain. Elle enveloppa Rose contre sa poitrine avec un morceau de tissu noué sur ses épaules, comme elle avait vu des femmes porter des bébés sur des photos. Le bébé s'installa contre son cœur et s'endormit. La marche jusqu'au site de prospection prit la majeure partie de la journée. Le corps de Nola était encore en convalescence, ses muscles affaiblis par l'accouchement et l'hiver, et elle s'arrêtait fréquemment pour se reposer et nourrir Rose. Mais le sentier qu'elle avait emprunté 5 mois plus tôt dans un élan de désespoir lui était désormais familier. Elle savait où se trouvaient les berges escarpées. Elle savait où les passages à gué étaient les plus sûrs. Elle connaissait cette forêt comme elle connaissait la cabane, non pas comme une étrangère de passage, mais comme quelqu'un qui vivait ici et qui reviendrait. Prospect était exactement aussi petit et calme que dans ses souvenirs. Elle se rendit au restaurant de Rosie parce que c'était le seul endroit qu'elle connaissait et parce que Rosie avait été gentille, et la gentillesse était la chose que Nola avait appris à apprécier par-dessus tout. La clochette au-dessus de la porte tinta lorsqu'elle la poussa pour entrer. Rosie leva les yeux de derrière le comptoir, et son expression changea 3 fois en succession rapide. Surprise, confusion, puis quelque chose qui ressemblait à de l'émerveillement. « Bon sang, dit Rosie, tu es la fille d'Octobre. »« Oui. » Les yeux de Ross se posèrent sur le paquet contre la poitrine de Nola. Rose était réveillée maintenant, clignant des yeux sous la lumière fluorescente avec la concentration surprise de quelqu'un qui voit la lumière artificielle pour la première fois. « Et qui est-ce? C'est Rose. Elle a 6 semaines. Elle est née dans la cabane dans la montagne, et c'est pour elle que j'ai besoin de trouver un avocat. » Rosie la fixa longuement, puis elle fit ce qu'elle avait fait la première fois. Elle se servit une tasse de café, la posa sur le comptoir et dit « Assieds-toi, raconte-moi tout. » Nola s'assit. Elle but son café et dit à Rosie « Assez, pas tout, pas le coffre-fort ni les gisements de terre mais assez. La cabane, la revendication foncière, le vieil homme qui est mort, la société qui allait venir. Tu as besoin d'Alice Whitfield, dit Rosie sans hésiter. Elle est à Medford. Elle travaillait auparavant pour un grand cabinet à Portland. Droit de l'environnement, droit foncier, ce genre de choses. Elle a déménagé ici il y a 5 ans après le décès de son mari. Elle est vive d'esprit et ne se laisse pas intimider facilement. Peut-on lui faire confiance? Rosie la regarda. Chérie, je connais Alice Whitfield depuis 20 ans. Elle a refusé un partenariat dans l'un des plus grands cabinets de l'Oregon parce qu'il voulait qu'elle représente une entreprise forestière contre une revendication foncière tribale. Elle a renoncé à plus d'argent que toi ou moi n'en verrons jamais parce que ce n'était pas juste. Elle fit une pause. Oui, on peut lui faire confiance. Le bureau d'Alice Whitfield se trouvait au 2e étage d'un immeuble en briques du centre-ville de Medford, accessible par un escalier étroit dont la rampe était usée par des décennies de mains qui s'y étaient agrippées. Rosie conduisit Nola elle-même, insistant sur le fait qu'une jeune fille avec un bébé de 6 semaines ne pouvait pas prendre le bus. Alice avait une 60aine d'années, les cheveux courts et argentés, des lunettes de lecture suspendues à une chaîne autour du cou et des yeux qui ne manquaient rien. Elle écouta l'histoire de Nola sans l'interrompre pendant 40 minutes. Lorsque Nola eut terminé, Alice retira ses lunettes, les posa sur le bureau et resta silencieuse pendant un long moment. « Vous avez le rapport d'expertise original, la signature de Harlan et les coordonnées. »
Nola le fit glisser sur le bureau. Alice l'examina comme Silas avait examiné un morceau de bois, lisant les détails, découvrant la structure sous la surface. Et le reste de la documentation, la correspondance Ridgewell, les analyses minérales, les preuves de fraude, tout est dans le coffre-fort, scellé et conservé. Je peux vous y emmener. Pas encore. Alice posa soigneusement l'étude. Si ce que vous avez décrit est exact, nous sommes en présence d'une revendication de possession adverse avec plus de 20 ans d'occupation continue, étayée par des preuves de fraude d'entreprise impliquant la suppression de données géologiques d'une valeur potentielle de plusieurs centaines de millions. L'équipe juridique de Ridgewell se battra de toutes ses forces. Je sais qu'ils contesteront votre statut. Ils contesteront la chaîne de possession de Harlan. Ils contesteront la validité de la possession adverse sur un terrain non arpenté. Ils fouilleront dans votre passé et utiliseront votre âge et votre situation contre vous. Je sais qu'Alice l'a étudié comme Silas l'avait étudié la première nuit. Évaluant, décidant. Quel âge avez-vous exactement? 17 ans le mois prochain. Et le bébé? 6 semaines. Vous n'avez aucun soutien familial? Aucune ressource en dehors de ce qui se trouve dans le coffre-fort? Non. Et vous avez descendu une montagne avec un nouveau-né pour me trouver? Oui. Alice remit ses lunettes, prit un bloc-notes dans le tiroir de son bureau et saisit un stylo. Racontez-moi encore une fois, dit-elle. Depuis le début, et cette fois, ne laissez rien de côté. La procédure judiciaire s'est déroulée à une vitesse qui a surpris Nola et, apparemment, Alice également. La demande de prescription acquisitive a été déposée au tribunal du comté dans les 2 semaines. Alice, après avoir visité la chambre forte et passé 3 heures à photographier chaque document avec un soin méticuleux, a décrit les preuves comme étant le cas de fraude d'entreprise le plus complet qu'elle ait vu en 35 ans de pratique. La correspondance Ridgewell à elle seule était accablante. Des notes internes montraient que Clifton Ridgewell avait personnellement ordonné la suppression des données d'enquête de Harlan. Des communications ultérieures révélèrent que la société avait déposé des demandes frauduleuses auprès du Bureau d'évaluation du comté, présentant délibérément le terrain comme riche en minerais afin d'empêcher toute demande concurrente. La fraude était systématique, documentée et signée par des cadres dont les noms figuraient toujours sur la page actuelle de la direction de la société. Alice a déposé la demande de prescription acquisitive et la plainte pour fraude simultanément, le même jour au même tribunal. Elle a qualifié cela de mouvement juridique en tenaille. La prescription acquisitive a établi le droit de Nola sur le terrain. La plainte pour fraude a établi les actes répréhensibles de Ridgewell. Ensemble, elles ont créé une situation dans laquelle l'entreprise ne pouvait contester l'une sans s'exposer à l'autre. La réponse de Ridgewell est arrivée en moins d'1 semaine. Elle ne venait pas d'avocat, mais de camion. Nola était de retour à la cabane lorsqu'elle les a entendus. Ce grondement mécanique qui n'appartenait pas à la forêt, broyant la route forestière un matin d'avril, alors que la neige avait disparu de la clairière et que les premières pousses vertes perçaient la boue. 2 camions neufs et propres, avec le logo Ridgewell sur les portes. 4 hommes, 3 en blouson de travail, 1 en manteau et chaussures de ville, ce qui était complètement absurde dans cette montagne. L'homme en manteau s'approcha du porche où Nola se tenait, Rose blottie contre son épaule. Il portait un porte-document en cuir. Il sourit. Le genre de sourire que les gens ont quand ils veulent vous faire sentir inférieur. Mademoiselle Price, Russell Kendrick, Ridgewell Resources. Nous aimerions discuter. Je sais qui vous êtes, dit Nola, et je sais de quoi vous voulez discuter. Mon avocat a déjà déposé une plainte auprès du tribunal du comté. Si Ridgewell veut discuter, ils peuvent contacter le bureau d'Alice Whitfield à Medford. Le sourire de Kendrick s'est estompé. Mademoiselle Price, nous sommes prêts à offrir une généreuse compensation pour un déménagement volontaire. Je sais que la réponse est non. Vous n'avez pas entendu le montant. Le montant n'a pas d'importance. Ce terrain est occupé de manière continue depuis plus de 20 ans. La demande de prescription acquisitive a été déposée, documentée et étayée par des preuves que votre équipe juridique n'a pas encore vues. Elle fit une pause. Mais ils les verront. L'un des hommes en veste changea de position. Kendrick jeta un coup d'œil à son dossier, puis regarda à nouveau Nola. Elle voyait qu'il recalculait, ajustant le discours qu'il était venu tenir.
Celui où une adolescente avec un bébé sur un porche délabré s'effondrerait sous le poids de l'attention d'une entreprise. Vous faites une erreur, dit-il. La chaleur professionnelle avait disparu. En dessous se trouvait la même chose qui se trouvait toujours sous des hommes comme lui. La certitude que le pouvoir leur donnait droit à tout ce qu'ils voulaient. Peut-être, dit Nola, mais c'est de mon erreur à faire sur mon terrain. Rose choisit ce moment pour pleurer. Ce n'était pas un cri de détresse, mais un cri de faim, insistant et fort, qui emplit la clairière d'un son qui se moquait bien de l'influence des entreprises ou du droit immobilier. Nola regarda Kendrick. C'est fini. Elle se retourna et entra dans la maison, ferma la porte, la verrouilla, s'assit dans le fauteuil de Silus et alla allaiter sa fille, tandis que le bruit des moteurs des camions s'éloignait dans la montagne et que la forêt engloutissait à nouveau le silence. La procédure judiciaire dura 11 mois. Alice Whitfield était implacable. Elle a fait témoigner d'anciens employés de Redigewell, a demandé la communication de documents internes et a présenté les preuves de Harlan avec la précision de quelqu'un qui comprenait que 30 ans de patience méritaient 30 ans de rigueur. Redigewell s'est battu. Ils ont contesté le délai de prescription acquisitive. Ils ont remis en question la qualité de Nola en tant qu'héritière de Harland. Ils ont engagé des experts qui ont contesté des études minérales. Ils ont déposé motion après motion, retard après retard. L'équivalent juridique d'un siège destiné à épuiser les ressources du défenseur, mais Alice avait anticipé chaque mouvement. La chaîne d'occupation était documentée dans le journal de Harlan, dans les registres d'entretien de Silas, dans les propres relevés quotidiens de Nola. Le lien génétique a été établi grâce au registre du comté qui reliait Thomas Price à Harlan en Voss. Les preuves de fraude étaient si complètes, si méticuleusement conservées, que les propres experts de Redigewell ne pouvaient les contester sans contredire les documents portant leur signature. Le juge a rendu son verdict en mars, 1 an et 1 mois après que Nola ait descendu la montagne avec un nouveau-né attaché à sa poitrine. La revendication de possession adverse a été acceptée. Le terrain appartenait à Nola. La plainte pour fraude a été maintenue. Redigewell a été condamné à verser une indemnisation basée sur la valeur estimée des droits miniers qu'ils avaient tenté d'acquérir frauduleusement. Un chiffre qui, lorsque Alice a appelé pour le lui communiquer, a fait s'asseoir Nola sur les marches du porche et fixer l'arbre pendant très longtemps. Elle ne l'a pas dépensé, pas tout de suite, pas de la manière dont les gens s'y attendaient. Elle a payé Alice, qui avait travaillé les 6 premiers mois à titre conditionnel, misant son temps sur l'héritage d'une jeune fille de 17 ans. Elle a remboursé Rosie pour l'essence, le café, les trajets et la gentillesse discrète et pratique qui avaient rendu tout le reste possible. Elle a mis de côté suffisamment d'argent pour que Rose n'ait jamais faim, n'ait jamais froid, ne se demande jamais s'il y aurait assez, et elle laisse rester dans la montagne, non pas parce qu'elle n'avait nulle part où aller. Pour la première fois de sa vie, elle pouvait aller où elle voulait. Mais la cabane était à elle, la terre était à elle, les arbres, le ruisseau, les pièges et la clairière où Silas était enterré sous un tas de pierres du ruisseau. Tout cela lui appartenait. Ce n'était pas un don de charité, ni une attribution de l'État. Elle l'avait gagné, conservé, gardé. Elle répara le toit de la cabane comme il se doit. Elle engagea un homme de prospect qui ne posait pas de questions et faisait du bon travail. Elle installa un chauffe-eau à bois que Silas aurait admiré pour sa simplicité. Elle planta un jardin dans la clairière. À l'aide des notes marginales des guides de plantation, pour sélectionner les cultures adaptées à l'altitude et au sol, elle remit en état le vieux tracteur, celui de Harlan, entretenu par Silas, qui était désormais le sien, et l'utilisa pour dégager une route praticable entre la cabane et le chemin forestier afin de pouvoir se rendre en ville quand elle en avait besoin et rentrer chez elle quand elle le souhaitait. Elle se rendait à la tombe tous les matins, se tenait près du Chiron avec Rose sur la hanche et disait tout ce qu'elle avait à dire, ce qui n'était généralement pas grand-chose. Parfois, elle parlait à Silas du jardin. Parfois, elle lui parlait de Rose, de la façon dont elle avait commencé à rire, dont elle attrapait tout avec ses petites poings féroces, dont elle avait les cheveux foncés de Nola, mais les yeux pâles, presque gris, presque de la couleur de l'eau calme. « Elle te ressemble », avait dit Nola au Karen un matin de juin. « Je sais que ça n'a pas de sens, mais c'est vrai. » Le vent soufflait dans les cèdres. Rose tendait la main vers un rayon de lumière ambrée
qui tombait d'entre les branches, ses doigts s'ouvrant et se refermant sur quelque chose qu'elle pouvait voir mais pas attraper. « Elle va être têtue », ajouta Nola. « Je le sens déjà. » Elle posa sa main sur la pierre supérieure du coffre, celle qui supportait le petit oiseau sculpté. Le bois était désormais usé, adouci par la pluie et le soleil, mais les ailes étaient toujours déployées, toujours figées dans cet instant entre l'immobilité et le vol. Un matin de fin août, Nola était assise sous le porche avec Rose sur une couverture à côté d'elle, observant l'arbre. Le bébé avait 8 mois, elle se hissait sur tout ce qui était à sa portée, babillant dans une langue qui semblait parfaitement logique pour elle, même si personne d'autre ne pouvait la traduire. Le jardin produisait plus que Nola ne pouvait manger. Le ruisseau coulait clair et froid. La cabane était solide, sa cheminée se dressait droit vers le ciel. Nola avait le journal de Harlan ouvert sur ses genoux. Elle ne le lisait pas, elle en avait déjà mémorisé chaque mot, elle le tenait simplement dans ses mains. Elle sentait le poids du cuir et des pages, ainsi que les décennies de soins qui avaient été nécessaires à sa création. Elle tourna la page où elle avait écrit son propre texte, celui qu'elle avait composé le lendemain de la mort de Silas. Elle le lut une fois, puis prit le crayon et ajouta une seule ligne en dessous. Rose est née le 2 février dans la cabane que son arrière-grand-père avait commencée, celle que l'homme silencieux avait terminée. Elle est en bonne santé et bruyante, et elle attrape la lumière comme si elle essayait de la retenir. Elle grandira en sachant d'où elle vient. Elle grandira sur des bases solides. Elle ferma le journal, le posa à côté d'elle sur le porche, prit sa fille dans ses bras, qui protesta brièvement d'avoir été retirée de son royaume de couverture, puis se blottit contre l'épaule de Nola avec la résignation de quelqu'un qui sait que le fait d'être porté est un territoire à part entière. Les montagnes s'étendaient au-delà de la clairière, crête après crête, verte et bleue, puis finalement grise, là où elle rencontrait le ciel. La cabane se trouvait dans la clairière, la cheminée laissant échapper un mince filet de fumée dans l'air matinal. Le ruisseau suivait son cours ancestral. Le jardin poussait. Le Chiron se dressait parmi les cèdres. 7 pierres et un oiseau en bois marquaient l'endroit où un homme qui parlait à peine avait dit tout ce qui comptait. Nola Price avait 17 ans. Elle avait une fille, une cabane, une montagne, un nom qu'elle avait hérité de personnes qui l'aimaient avant même sa naissance, et le genre de calme qui ne vient pas du fait de n'avoir rien à dire, mais du fait de n'avoir enfin plus rien à prouver. Elle se tenait sous le porche et respirait l'air, le pain, la terre et la fumée de bois, ainsi que la douceur légère du jardin qui se réchauffait au soleil. Elle tenait sa fille dans ses bras et elle était chez elle.